Alors bonsoir à toutes et à tous. Vous m'entendez bien là? Oui, non? N'ayez pas peur. Ça va. Alors on va essayer de... Oh, il est bon. On va essayer de réfléchir ensemble sur ce sujet. C'est une Gemara en vérité dans... Déjà on remercie le Rav Atal qui nous accueille. C'est un très très bon makom. Il y a beaucoup de Shekhina. Il faut vraiment l'encourager, participer, l'aider par votre présence et aussi financièrement pour que ce makom il continue et que la lumière du Rabbi elle se diffuse les Antachem sur Tel Aviv. J'étais à la parade de Marcel. C'est incroyable. Alors, c'est marqué comme ça, dans Baba Kama Dafka Vav. Adam Moed Leolam. L'homme est toujours responsable, Ben Shogeg, Ben Mezid, que ce soit involontaire ou volontaire, Ben Er, Ben Yashan, qu'il soit réveillé ou endormi, Ben Ones, Ben Ratson, qui soit en cas de force majeure ou qui soit volontaire. De quoi est-ce qu'on parle là-bas? On parle des dommages. Dans la responsabilité civile, d'accord, il y a une loi comme ça, que à chaque fois que quelqu'un casse, il doit payer. Ça s'appelle la responsabilité. Maintenant, la Torah, elle a placé un très très haut niveau la responsabilité, parce qu'on dit que l'homme est toujours responsable. D'accord? Toujours. Il dit Ben Shogeg, Ben Mezid. Quelqu'un, il est involontaire, ou quelqu'un, il est volontaire. D'accord? Ben Er, Ben Yashan. Même qu'il soit réveillé ou endormi. Par exemple, toi, tu vas t'allonger à côté d'un vase. D'accord? Et en tournant, tu casses le vase. Tu payes le vase. Tu dis, mais je comprends pas, je n'ai pas cassé le vase, je dormais. Mais la logique, c'est quoi? La logique, c'est que normalement, un acte, il n'est considéré comme un acte que quand il y a un geste, évidemment, quand il y a une conscience, évidemment, et quand il y a une volonté. Maintenant, quand quelqu'un dort, il est inconscient. Donc, ça ne devrait pas être considéré comme un acte. Mais ça, c'est au niveau de la faute, au niveau de la gravité. Mais au niveau du dédommagement, le fait que tu casses, tu payes. Tu casses, tu payes. Tu es responsable. D'accord? Même si tu étais endormi, donc que ta conscience n'était pas là. On a expliqué déjà quelques dizaines de fois que la conscience, c'est l'arc électrique établi entre la réalité et toi. Et que normalement, une réalité, elle n'existe qu'en fonction de la conscience que tu en as. Mais dans le dommage, c'est différent. S'il y a un dommage, tu as cassé, tu payes. D'accord? Pourquoi? Parce que d'où est-ce qu'on apprend l'interdit de casser? Vous savez ça, non? Il n'y a pas écrit dans la Torah ne casse pas. C'est très bizarre. C'est que j'aurais pu penser, moi, que si je suis très riche, je rentre chez toi avec une batte de baseball, je casse tout, je paye. Tu me dis, mais t'es un malade, combien ça coûte? 100 000, 200 000, 300 000 euros? Tiens, voilà, laisse-moi kiffer. Je casse tout, et je paye. D'où est-ce qu'on sait que c'est interdit de casser? Pourquoi? Parce qu'il y a une discussion là-bas entre les Chachamim. Il y en a un, il apprend de l'otixol, l'interdit de voler, et une déclinaison du vol, ça serait de détruire. Et l'autre, il apprend, parce que c'est marqué dans la Mishnah, au début de Baba Kama, sur la responsabilité justement par rapport à tes biens, ou shmiratan alecha, et leur garde est sur toi. C'est que si mon chien il va aller mordre quelqu'un, c'est moi qui paye. Si ma vache elle va aller brouter chez le voisin, je paye. Même dans la loi à Goy, c'est comme ça. Si quelqu'un te vole ta voiture, il fait un accident, c'est ton assurance qui paye. Pourtant, il me l'a volé, ok, mais c'est ton bien, et ton bien te représente. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que où elle est ma responsabilité? Alors quand moi je prends le marteau et je casse, ok, je comprends, c'est moi qui a cassé. Si je le fais de manière indirecte, genre je tire une pierre sur le mur, elle rebondit, elle casse la vitre, d'accord, on peut encore trouver un lien de responsabilité. Mais si j'étais pas là, d'accord, j'étais pas là, et ma propriété elle casse, je suis responsable. Pourquoi? Parce que c'est marqué Ushmiratan Alecha, leur garde, c'est-à-dire leur garde de tes animaux, des gens dont tu es responsable, eh ben, c'est toi, elle est sur toi. Donc, d'où est-ce qu'on a appris, encore une fois, l'interdit de casser, du fait que toi, tu es responsable de garder? Vous me suivez ou... D'accord. Maintenant, quand moi, je n'ai pas gardé, en vérité, j'ai pas gardé, mais j'ai pas cassé. Amène-moi le témoin qui m'a vu prendre le marteau et casser. Amène-moi le témoin qui m'a vu prendre la bêche et te détruire tes fleurs. Tu l'as pas ce témoin. Non, mais j'ai vu ta vache, elle a brouté des fleurs. Alors tu payes. Pourquoi? Parce que ici, toi, ta mitzvah, c'était de garder ta vache. Shmiratan alecha, ça s'appelle en français la responsabilité. Ok. Maintenant, la faute dans la responsabilité, c'est pas l'acte, c'est justement le non-acte. Pourquoi? Et ça, c'est une règle qui a été développée à l'époque par Ben Chetrit, si vous l'avez connu. Quand tu n'as rien fait pour que ça n'arrive pas, c'est comme si tu as tout fait pour que ça arrive.
Alors moi, toute la journée, je parle à des gens qui savent qu'ils n'ont pas fait tout pour que ça marche, mais qui s'étonnent que ça ne marche pas. Et des gens qui ont tout fait pour que ça ne marche pas, et qui s'étonnent que ça ne marche pas. C'est un phénomène. Vous me suivez ou non? Encore la semaine dernière avec un couple, et le gars il me dit Je lui dis mais attends, mais qu'est-ce que tu veux? Il me dit oui, ma femme, André, mon mari. Attends. Je dis je parie, je te signe 100 euros que vos enfants ils ont quitté la maison. Il me dit oui, c'est vrai, comment vous savez? Et je dis parce que quand je vois l'ambiance pourrie que vous avez mis à la maison, je comprends que leur seul souhait c'est de quitter la maison. Il me dit mais vous êtes un prophète? Je fais non, c'est la loi de causalité. Quand tu cries, la personne elle va essayer de trouver un endroit où il y a moins de cris. Maintenant tu n'as pas besoin de la mettre dehors parce que tu cries. Là, c'est exactement pareil. Que Shmiratan Alecha, ça veut dire que toi tu dois garder, empêcher le dommage. Empêcher le dommage, c'est un acte positif. Maintenant, quand tu ne fais pas cet acte positif, ce qu'on te reproche, c'est de ne pas l'avoir fait. Maintenant, comment on appelle ne pas faire un acte positif qui aurait préservé un dommage? On appelle ça en français la négligence. C'est ça la négligence. Ouais. En hébreu, ça s'appelle pshia. Poshéa. Poshéa, c'est quoi? C'est négligent. Maintenant, quand quelqu'un il a fait une avéra, il a fait une faute, il y a plusieurs types de fautes. Il y a des fautes volontaires et il y a des fautes involontaires. Mais même dans l'involontaire, il dit le Rav Yerucham Halevi, il y a du volontaire. Pourquoi? Parce que quand quelqu'un il a fait une bêtise et tu lui dis mais comment tu as pu faire une chose pareille? Tout de suite, qu'est-ce qu'il fait? Comme quand il avait 8 ans, bien que maintenant il en a 48, il dit j'ai pas fait exprès. Ok, bravo, je suis fier de toi. T'as pas fait exprès parce que si en plus tu avais fait exprès, ça veut dire que tu serais pervers. Mais non, mais tu es pas pervers, tu es juste bête. D'accord? Alors le Rav Yerucham, il dit, quand quelqu'un il n'a pas fait exprès, comment on peut lui reprocher puisqu'il n'a pas fait exprès? Parce qu'il a fait exprès de ne pas faire exprès. Le gars il dit, je viens de te dire que je n'ai pas fait exprès. Tu as fait exprès de ne pas faire exprès. Bon, lui il dit dans un autre langage. Il dit, Bechol shogeg yeshmezi. Dans chaque involontaire, il y a un volontaire. Par exemple, si tu n'as pas appris la loi, tu ne la connais pas, tu t'es planté. Pourquoi? Parce que tu n'as pas appris. Nul n'est censé ignorer la loi. Si tu dis, vous savez, je me suis planté parce que je n'ai pas fait attention. Donc, tu n'as pas développé ton attention. Si tu dis, je ne comprenais pas la gravité, donc, ton erreur, c'est de ne pas avoir sensibilisé la gravité. Vous me suivez ou non? C'est comme les gens après l'adultère qui m'appellent en folie en me disant Ramet Chetri, c'est la femme de ma vie, c'est la mère de mes enfants, je vous en prie, essayez de sauver le couple. Je dis, mais où t'étais toi? Bon, je me suis trompé d'étage depuis plusieurs années. Grâce à Dieu, il n'y a pas eu d'enfant. Je lui dis, mais comment ça se fait que cette même personne-là, qui était dans un déni total de réalité, ou alors dans une relation infantile avec la responsabilité de croire qu'il ne se fera jamais attraper, maintenant, pitom, il se réveille qu'il faut sauver mon couple, c'est la femme de ma vie, c'est l'avenir de mes enfants. Pourquoi les gens ils deviennent intelligents quand ils se font attraper? Avant ça, ils sont débiles. Mais quand ils se font attraper, ils deviennent intelligents. Mais là, j'ai découvert une nouvelle perception psychiatrique du malaise existentiel. C'est que les gens, ils sont prêts à réagir quand c'est foutu. Tant que c'était pas foutu, ils sont restés sur leur laurier, ils n'ont pas fait d'efforts. Et le jour où c'est foutu, que la femme elle n'en peut plus ou que le mari n'en peut plus, c'est là qu'ils disent je suis prêt à changer, je suis prêt à faire des efforts. Mais réfléchis. Ouais, ce qu'on appelle un PAC en philosophie, c'est-à-dire un piège à. C'est quand même bizarre que toi qui n'as jamais fait d'effort, d'un seul coup tu veux faire un effort. Alors je vous donne le secret. Malheureusement les gens ne prennent pas la dimension de présence, d'intervention et d'influence du Yetzer Hara dans leur vie. C'est dommage. Parce qu'ils se rendraient compte que 99% de leurs choix ne sont pas des choix. Puisqu'ils sont conditionnés par des situations qu'ils ne maîtrisent pas. Vous suivez ou non? Alors, chacun, quand il se marie, quand il crée un business, quand il rentre dans la Torah, quand il fait sa aliyah, dans n'importe quel projet, tu viens avec ce qu'on appelle un réservoir de savlanout.
un réservoir d'espoir, un réservoir de patience. Et c'est quoi la bêtise? C'est d'user le réservoir de l'autre. Ce qu'on appelle en France des adhérents du PSG. Le PSG. Vous connaissez le PSG? Non? PSG, vous ne connaissez pas? Non? Le PSG, c'est des gens qui pèsent sur la gueule. C'est PSG, ça. C'est des gens qui te pèsent sur la gueule. Parce que tu es gentil, ils vont habituer, ils vont truquer. Parce que tu dis rien, ils vont t'insulter. Parce que tu crois que le shalom, c'est de se laisser écraser, ils vont te fracasser. Parce que tu es nia, ils vont te voler. Parce que tu y crois, ils vont t'embrouiller. C'est comme ça. Ils usent le réservoir de patience. Et quand le réservoir, il est vide, que tu n'y crois plus, que tu veux plus rien savoir, d'un seul coup, j'ai réfléchi, je me rends compte, j'ai été trop loin. Mon amour, mon cœur, ma vie, ma joie, mon bouquet de fleurs, ma douceur. Mais Avar Zmano Batel Korvano. Moi, je vois cette loi de manière tellement claire que je l'applique même à l'inverse, par l'absurde. C'est-à-dire que quand tu vois que Pitom, tu es prêt à faire un effort, c'est que c'est foutu. C'est un peu comme le gouvernement quand il vous dit on va prendre en main un sujet, ça veut dire qu'en fait ils savent que c'est foutu. C'est trop tard. Ils n'ont rien dit, ils ont laissé les laboratoires vendre des médicaments, vendre des trucs qui ont donné le cancer, et après ils te disent maintenant nous allons faire une régulation de médicaments parce qu'il y a eu trop d'abus dans la médication personnalisée. Maintenant que c'est foutu, tu te réveilles. Vous avez compris l'idée ou non? C'est le même principe. Maintenant le problème, quand c'est extérieur, quand c'est un gouvernement, quand c'est un système, mais quand c'est toi, comment ça se fait que toi-même, tu es dans un espèce de coma de ne pas te rendre compte que la situation elle est en train de pourrir? Que ça soit avec ton enfant, que ça soit avec ton couple, que ça soit avec ta religiosité, que ça soit avec ta conscience, que ça soit avec l'abus d'alcool ou de vitamines illégales. Mais tu vas bien dans quel état ça te met? Ah, pas du tout. J'ai beaucoup de stress, j'ai besoin de me détendre, c'est normal. Et puis mon père, il m'avait dit, fixe-toi une ligne. C'est pour ça que j'y aspire. Sous prétexte qu'elle est blanche. Non! Tu n'as pas besoin de ça. Tu as 2 bras, tu as 2 jambes, tu as un cerveau. Allez, lève-toi. Arrête de faire, sous prétexte que tu espères être un héros, de faire de la drogue ton héroïne. Non, tu dois avoir la force. La force de la volonté, elle doit être plus forte. Mais c'est tellement plus facile de s'asseoir et de se laisser porter et de se laisser emporter. Pourquoi? Parce que tu ne veux pas être acteur. Mais sache qu'il n'y a que 2 solutions. Ou tu es acteur, ou tu es spectateur. J'ai dit déjà ça plusieurs fois, mais les gens ils croient que j'exagère. J'avais 14-15 ans comme ça, j'ai levé les yeux au ciel, j'ai dit à Hachem, je ne veux plus que ma vie, elle soit une série de réactions. Je veux que ça soit une série de décisions. Maintenant, quelle différence entre une réaction et une décision? Vous savez ou non? La décision, c'est que ça démarre de toi. Tu es maître de ton destin. La réaction, c'est quoi? C'est que toi, tu as agi et moi, j'ai réagi. Maintenant, si moi, je réagis quand toi, tu agis, ça veut dire que c'est toi, en agissant, qui est le maître de mon action, puisque je ne fais que réagir. Donc, tu m'énerves, je m'énerve. Tu me fais un compliment, je suis content. Il fait beau, je suis bien. Il pleut, je fais la tête. Tu es magnifique, je t'adore. Tu prends 20 kilos, je veux que tu meurs. Mais c'est pas normal. Tu ne peux pas vivre comme ça. Pourquoi? Parce que si toi, tu n'es pas dans une logique de décision, c'est-à-dire que tu n'es pas en conscience volontaire de faire tes choix, eh bien, c'est Yetzara qui va les faire à ta place. C'est pour ça que si vous remarquez bien, dans les conflits, d'abord d'un conflit, il y a fli, d'accord? C'est que l'autre, il a l'intelligence inconsciente de toujours faire la chose qui t'énerve le plus. Mais comment il sait? Comment elle sait? Elle n'a pas besoin de savoir, puisque c'est Yetzara qui va l'inspirer. Donc, le secret que tu lui as raconté sur une chose très très intime de ta jeunesse, qu'il a juré sur la tête des enfants qu'il ne le dirait jamais, il va le dire. Toi, la chariade devant ses copains, que tu vas lui sortir une chouma du genre il fait pipi dans le lavabo, tu vas lui faire. Pourquoi tu as fait ça? Eh ben il m'a énervé, eh ben il m'a fait ça. Mais tu es en réaction. Réaction, ça veut dire non maîtrise.
Non-maîtrise, ça veut dire non-existence. Et c'est marqué Shmiratan Alecha, tu es responsable de la garde. Maintenant, comme tu dois garder ton bétail, qu'il n'aille pas brouter ailleurs, ouais, de l'herbe, comme tu dois garder tes enfants, qui ne doivent pas non plus aller fumer de l'herbe, quoi, il y a quand même un point commun, ouais, eh ben tu dois garder ta bouche, et tu dois garder ta pensée, et tu dois garder tes nerfs, et tu dois garder le respect, et tu dois garder l'amour, et tu dois garder les efforts. Mais dès que tu lâches la garde, tu bascules dans la réaction. Et dans la réaction, il n'y a plus de responsabilité. Du coup, ton cerveau, il est obligé de légitimer ta lourdeur. Et comme le cerveau, vous savez, c'est un ordinateur, le cerveau. Donc, il se met au service de ce que tu lui donnes. Donc, si tu lui dis au cerveau, trouve une solution, il trouve une solution. Mais si tu lui dis au cerveau, légitimise la haine, il va légitimer la haine. Si tu lui dis au cerveau, explique-moi pourquoi ce que j'ai fait, j'avais raison de le faire, il va te trouver des raisons. C'est ça le problème. Alors vous allez dire, on est foutu alors. Parce que les idiots, ils le font par lourdeur, et les intelligents, ils le font par légitimité intellectuelle. Qu'est-ce qu'ils ont dit les nazis? On n'a fait qu'obéir aux ordres. D'accord? Et qu'est-ce qu'il dit le rachat? Je n'ai fait qu'écouter le Yetzer Hara. Alors quelle différence? C'est pour ça que les deux sont nazes. Jusqu'à quel âge tu as le droit de dire j'ai suivi mes pulsions, c'est l'autre qui m'a énervé, elle m'a poussé à bout, il ne me respecte pas, il ne m'a pas donné l'amour que j'ai eu besoin, mon père ne m'a pas allaité. Mais combien de temps? Jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Tu vas dire c'est à cause de l'autre. Alors que la Torah elle a dit Shmiratan Alecha. C'est toi qui dois garder. C'est toi qui dois maîtriser. C'est toi qui dois contrôler. Même chez les goïms, c'est comme ça. Si vous êtes en train de rouler tranquillement, détendu à Tel Aviv, sur Allenby, il fait beau, vous êtes bien. Et il y a un fou devant, il pile. Il pile. Parce qu'il y a une mouche qui est passée, ou là un chat, ou là un chien. Tel Aviv, ça peut arriver, ouais. Il pile. Et vous lui rentrez dedans. Qui c'est qui a tort? C'est vous. Je comprends pas le mec qui me bloque la route. Il pile devant moi. Oui, monsieur, pourquoi? Écoutez bien la phrase, elle est violente. Vous êtes censé rester maître de votre véhicule. Eh bien, réfléchis. Toi, tu crois que le véhicule, c'est la voiture, et toi, tu es le chauffeur. Mais il y a un autre véhicule qui s'appelle ton corps. Et il y a un autre chauffeur qui s'appelle toi. Donc, toi, tu es censé rester maître de ton corps. Donc, quand tu viens, tu me dis, mes nerfs ont craqué. Mais c'est ton véhicule, ça. Quand tu dis, je suis trop sensible, mais c'est ton véhicule. Quand tu dis, elle m'a poussé à bout, mais c'est ton véhicule. Elle m'a contredit, mais c'est ton véhicule. Tu dois rester maître de ton véhicule. C'est ce qui est marqué ici. Adam, Mored, Léolam. L'homme est toujours responsable. Et si vous allez dire, eh bien écoutez, c'est angoissant votre discours, d'accord? Parce que nous, on voudrait de la légèreté, de la facilité, on voudrait de la Cyril Hanouna. Mais c'est pas ça la vie. C'est pas comme ça la vie. La vie, c'est la responsabilité. Eh bien, c'est difficile. D'accord? Nous, on veut la facilité, on veut des chansons d'amour, on veut des séries télévisées, on veut une autre religion. Maintenant, grâce à Dieu, il y a une autre religion qui est apparue, qui a un très très grand succès, des millions d'adhérents. Elle s'appelle Netflix. C'est une religion. Les gens, tous les jours, il y a des millions de séries. Et si Dieu veut, fasse que j'arrive à ne pas mourir avant la fin de la série. Que Dieu fasse. Et si tu vas dire, bon, c'est juste pour se détendre. Vous savez que 87% des gens qui suivent une série régulièrement font un transfert psychologique entre la série et leur vécu. Vous savez ça ou non? Intéressez-vous, lisez un petit peu. Ouais. Donc le gars, il regarde un film américain, un beau film américain bien fait, avec de la sensibilité, avec des émotions, avec de l'aventure, avec une héroïne incroyable, une avocate new-yorkaise magnifique qui attrape un cancer, parce que dans la vie ça prend 5 ans, mais dans le film ça dure 21 minutes. Et après elle arrive à la fin et c'est sur son lit de mort et c'est toujours les meilleurs qui partent. Et le gars il est pas bien, il est à la fin du film. Il pleure carrément, il pleure. Devant sa télé, il est en train de pleurer.
C'est difficile, c'est une fille magnifique. Maintenant, la fille, elle va très bien. Elle habite à Beverly Hills, elle est en train de faire son footing. Elle n'est pas morte, mais dans le film, elle est morte. Le mec, il pleure. Il rentre à la cuisine. Sa femme, la pauvre, elle fait la vaisselle. Ça fait 1 an et demi que son mari l'a pas touchée. Elle pleure vraiment. Et son mari la regarde, il lui dit, t'arrêtes ton cinéma. Je sais pas si vous comprenez. Donc le mec, il pleure sur le film américain, mais il n'a pas de la peine pour sa femme. Celle-là, elle s'angoisse pour le couple de Willy et Jennifer, dans les feux de l'amour, mais son couple à elle, pas qui bat de l'aile, qui va au fond du khabar, ouais, elle n'a aucune sensibilité. Non, j'ai déjà un dossier prêt, je sais très bien pourquoi. Mais elle n'a que Willy dans la tête. Même la nuit, quand elle est avec son mari, au lieu de dire Mahlouf, elle dit ah Willy. Willy 1, Willy 2. Le retour. Il va revenir, Willy. Ah Willy. J'ai mon institutrice préférée d'ici les Moulineaux. Donc c'est quoi l'idée? L'idée c'est que je décide. Et c'est ça la liberté. Donc en vérité, les gens, quand ils veulent pas décider, ils veulent pas la liberté. Parce que la liberté, c'est d'accepter que je peux prendre en main et que je suis prêt à assumer quand j'ai pas pris en main. C'est ça la liberté. Mais si la liberté, c'est que quand ça marche, ça m'intéresse, et quand ça marche pas, c'est de la faute des autres, c'est pas de la liberté, ça. Ça s'appelle du déni de réalité, du transfert de culpabilité, du transfert de responsabilité. Mais comme la moitié de ta vie, tu peux la passer comme ça, est-ce que tu peux rater la moitié de ta vie? Alors je ne sais pas si j'avais déjà expliqué ça à Tel Aviv. La remise en cause, ça vous dit quelque chose? Levez la main si ça vous dit quelque chose. Non? L'explication de Ben Chetri de la remise en cause. Vous n'avez pas écouté ça? Non? Vous parlez français? Alors je vais vous expliquer. Bon, pour ceux qui ne connaissent pas mes cours, vous croyez qu'on est en train de faire une conférence. En fait, on est en train de faire ensemble un parcours psychologique à l'intérieur de votre intériorité dans l'espoir de devenir quelqu'un d'autre. C'est ça le but. Moi, j'ai arrêté les conférences il y a longtemps. Sinon, parce que les conférences, tu tournes en rond, tu deviens maître de conférence, qu'on appelle le cire conférence. D'accord? La remise en cause. Écoutez, cette démonstration, elle est extraordinaire. Même moi, je prends plaisir à l'écouter et croyez-moi que j'assiste à tous mes cours. Dans la remise en cause, il y a 3 propositions. La première, elle s'appelle la cause. La cause. C'est quoi la cause? Eh bien, c'est la loi de causalité. La cause entraîne la conséquence. Donc, quand vous voyez quelqu'un qui est brûlé au 8e degré et qui vous dit qu'il est tombé dans la piscine, vous ne le croyez pas. Parce que le lien entre la cause et la conséquence n'est pas adapté. D'accord? Donc ça veut dire que la cause, elle est là, et la conséquence, elle est là. Maintenant, d'être capable de trouver la cause sur un événement, ça s'appelle la loi de causalité, qui est une des bases de la croyance, parce que quand tu dis cela est à cause de cela, et cela est à cause de cela, et cela est à cause de cela, quand tu remontes à la cause des causes, c'est Dieu. Dieu, c'est la cause des causes. Ce qu'on appelle en hébreu, sibat à sibot, la cause des causes. D'accord? Donc c'est pour ça que celui qui ne croit pas à la causalité ne croit pas en Dieu. Alors les gens, ils n'aiment pas la causalité, parce que la causalité, elle implique la personne. Alors que la non-causalité, c'est l'arbitraire. Dans l'arbitraire, tout arrive, tout peut arriver, rien n'est arrivé. Non. La logique, c'est quoi? Ça s'appelle la cause. Ok. Après, mais ça, quand je parle de la cause et de la conséquence, je suis à l'extérieur, je vois un phénomène, et je dis, tiens, il y a la cause, et voici la conséquence. C'est Shnegoufim, ça s'appelle. Oh, ok. Mais quand je dis mise en cause, c'est quoi la mise en cause? Si vous parlez français, bien sûr. C'est que on m'a placé, moi, à la place de la cause. Vous suivez ou non? Voilà. Si vous croyez en Dieu, si vous ne croyez pas, il vaut mieux habiter un étage élevé. Mais si vous croyez en Dieu, d'accord, vous savez que toute la réalité, elle est adaptée à vous. Il n'y a pas de hasard. D'accord? Donc ce qui est en face de moi est adapté à moi. Comme moi, je suis ici ce soir. D'accord? J'ai besoin de vous ce soir. Je vais évoluer. Dans mon parcours de vie, le bon Dieu, il a dit le 26 mai
tu seras à Tel Aviv et tu vas donner un cours. Ce cours-là, il fait partie de mon parcours à moi de vie dans lequel je dois évoluer. Vous, dans votre parcours de vie, vous êtes venu. Peut-être il y avait une soirée télé, peut-être il y avait une ambiance, peut-être il y avait d'autres cours, peut-être que vous êtes venu pour vous marier, peut-être pour vous marier. Il y a juste une lettre d'écart. Ouais. Bien que c'est pas très marrant. Mais. Et vous allez réagir, vous allez entendre, vous allez bouger à l'intérieur. Oui. Ça s'appelle en français la sensation d'accepter que je suis la cause. Donc je suis mis en cause. Maintenant, tout de suite, je fais une mise au point très importante au niveau psychiatrique. C'est qu'à chaque fois que les gens sont mis en cause, dans 99% des cas, ils le prennent mal. Voilà, c'est encore à cause de moi. Voilà, j'en ai marre de ces cours. Chaque fois, c'est culpabilisant. C'est encore à cause de moi. Ah ben, je sais que c'est à cause de moi. Voilà, tu me dis que c'est à cause de moi. Tu vois, je savais, c'est encore à cause de moi. Ouais. Donc, on est dans une logique de c'est à cause de moi, donc de complexe d'infériorité, ou c'est à cause de toi, de transfert de culpabilité. Mais, un beau taille, faites-moi plaisir. Imagine, le gars, il vient chez sa femme, il dit, écoute mon amour, je te jure sur la tête des enfants que je n'étais pas dans cette bar mitzvah. La bar mitzvah des chiche-portiche. Elle dit, écoute chérie, tu le jures, je te crois, mais j'ai un problème. C'est que j'ai l'album photo de la bar mitzvah, elle m'a passé ma copine Marilyn chiche-portiche. Tu es sur toutes les photos. Comment tu peux être sur toutes les photos si tu n'étais pas à la bar mitzvah? Le gars, il dit, écoute, c'est un phénomène paranormal, la vérité, j'ai pas d'explication. Eh bien, c'est parce que tu y étais. Maintenant, de vous à moi, ne le prenez pas mal. Est-ce que vous pensez qu'un homme, il est sur toutes les photos de sa vie? L'album de la bar mitzvah, c'est ta vie. Si tu es sur la photo, si tu es dans la situation, c'est que tu es concerné par la réalité qui est en face de toi. Alors nous, on appelle ça la Emouna. Les goïms, ils appellent ça la physique quantique. Dans la physique quantique, d'accord, une masse moléculaire ne peut s'établir dans un milieu que si elle est adaptée au milieu qui l'accueille. C'est de la physique. Donc si tu n'es pas croyant, sois au moins intelligent. Ni l'un ni l'autre. Donc c'est quoi l'idée? L'idée, c'est que je suis dans une réalité qui est adaptée à moi. La question, c'est est-ce que moi, je vais m'adapter à la réalité? Parce que le bon Dieu ne se trompe pas, c'est d'une précision tellement violente qu'elle nous agresse de sa capacité à nous montrer qui nous sommes. Mais si j'accepte, je dis ok bon Dieu, je joue le jeu. Je suis là, c'est pas par hasard. C'est ma femme, c'est pas une erreur. C'est mes enfants, c'est les miens. Bien qu'ils ressemblent aux voisins, mais ça veut rien dire. Ouais. C'est ma parnassa, c'est ma ville, c'est mon corps. Ok, j'accepte. En français, on appelle ça se sentir concerné. Mais concerné, ça n'est bien vécu que par les gens qui ne l'écrivent pas en 2 mots. Vous avez un taux de réactivité qui est proche du coma. Ça doit être la moyenne d'âge. Non, j'exagère. Vous avez compris l'idée ou non? Non, c'est rien que pour vous piquer un peu, pour vous dire, attends, quand tu vas sortir, je vais lui dire que c'est pas... Mais quand vous êtes excité, vous m'écoutez. C'est presque de la démagogie, mais c'est dans une bonne cavale, hein, comme disait Jean-Marie. D'accord? Donc c'est quoi l'idée maintenant? Il y en a une seule qui réagit, c'est honteux. Vous pouvez leur faire des stages. Donc c'est quoi l'idée? L'idée, c'est que j'ai une réalité qui est devant moi et qui me concerne. Quand j'accepte que cette réalité me concerne et que moi, je suis la cause, d'accord? Maintenant, ça peut être une cause multiple, d'accord? Par exemple, si je suis seul dans une situation, je suis concerné à 100% par la situation. Si on est 2 dans la situation, je suis concerné à 100% par 50% de la situation. Si on est 3, je suis concerné à 100% par 33% de la situation. Mais ça suffit d'avoir la réaction infantile, de dire l'enfant, il est bête comme toi et beau comme moi. Que c'est ta faute s'il est comme ça. Mais on l'a fait à 2, on l'a conçu à 2, on l'a élevé à 2. Et si tu vas dire, je ne me suis pas occupé de l'éducation, mais c'est déjà un choix de ne pas intervenir. Et ton absence, elle est marquée. Parce que les 2 jambes, c'est le père et la mère. Essaye de faire le Paris-Dakar sur une seule jambe. Donc en choisissant de ne pas t'impliquer, tu as déjà participé au handicap futur de la personne, puisqu'il lui manque un des 2 piliers sur lequel elle s'appuie. Ça va? Donc ça veut dire quoi?
Ça veut dire que ça s'appelle la mise en cause. Maintenant, là où je ne comprends pas la dimension anxiogène d'être mis en cause, c'est que quand je te dis que c'est à cause de toi, ça veut aussi dire que c'est grâce à toi. Oui. Ben oui, parce que si c'est toi qui tiens les rênes, si c'est toi qui tiens le volant, si la société c'est toi le patron, si c'est toi qui as le produit dans la main, si c'est toi qui as l'argent, vas-y, décide. Tu sais, les gens ils m'appellent, mais je sais pas comment faire, comment je fais pour la maison, je sais pas, ils mettent la pression, ils m'envoient, le vendeur, l'acheteur, il me met des trucs, l'avocat il me met la pression, je dis madame, la maison elle est à vous. Vous faites ce que vous voulez, où vous voulez, quand vous voulez. Maintenant, lui, il veut toucher sa com, le métavers. Donc, il dit, attention, on va perdre le client, faites attention. Baissez le prix, madame. Est-ce qu'il est pressé, le mec? Il doit acheter une Aston Martin. Il veut vite que tu vendes. Mais, madame, vous êtes forte, vous avez la main. Vous avez la maison. Vous comprenez ou non? Vous, c'est vos enfants, vous avez la main. C'est votre mari, c'est votre femme, vous avez la main. Ah, pourquoi tu t'affoles? Pourquoi tu t'excites? Pourquoi tu paniques? Et tu vas dire, oui, mais elle n'arrête pas de me dire que c'est fini. Mais il y a Baba, si c'était fini, pourquoi elle est encore là? Donc c'est fini, ça veut dire débrouille-toi pour que je reste. Mais les gens, ils ne parlent pas la langue. Bah bien sûr. Comme le contraire. Il m'a dit, Ramet Chetri, je vais divorcer. Je dis, pourquoi? Il m'a dit, ma femme, elle est trop idiote, trop bête. Je dis, ta femme, elle n'est pas idiote. Ah bon? Elle n'est pas idiote du tout. Ah bon? Je dis, non. Il dit, mais d'un autre côté, c'est bien pour toi qu'elle ne soit pas intelligente. Il me dit, pourquoi? Je dis, parce que si elle était intelligente, elle serait partie depuis longtemps. Donc en fait, son manque d'intelligence, c'était pour te donner le temps de devenir toi intelligent. Donc elle était atteinte d'une maladie très grave qu'on appelle la NIA. Mais même les NIA, ils se réveillent un jour. Ça prend le temps. Mais ils ouvrent les yeux. Après, qu'est-ce que tu fais? Tu dis, oui, qui c'est qui lui a ouvert les yeux? Pourquoi tu as épousé une aveugle, toi? Maintenant, débrouille-toi pour que quand elle va ouvrir les yeux, elle va voir un mec extraordinaire. Débrouille-toi que quand ton mari va ouvrir les yeux, il va voir une femme extraordinaire. Et c'est pas grave. Débrouille-toi pour que quand tes enfants ils vont ouvrir les yeux, ils vont voir des parents extraordinaires. Et c'est pas grave. Mais si tu dis, non, il vaut mieux qu'ils ferment les yeux. Comme ça, je peux continuer à être tordu. Parce que la nuit, tous les chats sont religieux. Donc ça s'appelle comment ça en français? Ça s'appelle la mise en cause. Donc vous avez compris la logique de cause. Vous avez compris la logique de mise en cause. Alors qu'est-ce que c'est maintenant la mise en cause en fin de compte? Eh bien c'est la responsabilité parce que je suis en cause. Ça va? Oui, non, oui, non. Maintenant, si la cause, c'est la cause, si la mise en cause, c'est la sensation de responsabilité, c'est quoi la remise en cause? Vous suivez ou non? Genre, tu me remets la table, tu me remets en situation. J'étais déjà en situation. C'est quoi la remise en cause? Encore une fois, vous parlez français, c'est des mots que vous utilisez tous les jours. Ah, vous savez, tu m'as remis en cause, tu m'as remis en cause. Mais c'est quoi que tu m'as remis en cause? Donc, pourquoi j'étais obligé de te remettre en cause? Parce que toi, tu refusais d'être en cause. Maintenant, si on dit que la mise en cause, c'est le sentiment de responsabilité, et que c'est répété. C'est comme en hébreu, quand c'est marqué Adar ve'amar, ça veut dire il a redit. Donc, qu'est-ce que c'est la remise en cause? Si la mise en cause, c'est la notion de responsabilité, donc la remise en cause, c'est la perpétuité du sentiment de responsabilité. Comment on appelle en français la perpétuité du sentiment de responsabilité? On l'appelle la maturité. Vous me suivez toujours? Ça va ou non? Maintenant, je vais dire une chose très très violente. Mais je vous en prie, ne vous en servez pas pour les autres. Parce que je sais, à chaque fois que je parle, vous pensez à quelqu'un d'autre. Mais moi, je vous parle à vous, moi. Je ne parle pas à celui à qui vous pensez, que vous dites, attends qu'on rentre à la maison, je lui règle son... Arrêtez de penser que les cours, ils sont pour les autres. Les cours, ils sont pour nous. Pour qu'on change. Ouais. Maintenant, c'est quoi la violence? La violence, c'est que si on a dit que la perpétuité du sentiment de responsabilité s'appelle en français la maturité, et que c'est ça la remise en cause, c'est pour ça
que les gens immatures n'arrivent pas à se remettre en cause. Et que l'incapacité à se remettre en cause est un signe d'immaturité. Vous me suivez ou non? C'est pas de la bêtise. Il y a des gens très très intelligents qui n'arrivent pas à se remettre en cause. Ça s'appelle en français la psychorigidité, la blata, la lourdeur, la non-réactivité. Mais Rabotai, excusez-moi de vous le dire, mais on est condamné à se remettre en cause. Parce que c'est quoi se remettre en cause? C'est changer. Et les enfants, ils grandissent, t'es obligé de t'adapter. Ta femme, elle vieillit, t'es obligé de t'adapter. Ton mari, il vieillit, t'es obligé de t'adapter. Les parents, ils vieillissent, t'es obligé de t'adapter. Le business, il change, t'es obligé de t'adapter. La température, elle monte, t'es obligé de t'adapter. En fait, on passe notre vie à s'adapter. Or, bizarrement, en philosophie, ouais, l'intelligence, c'est la capacité d'adaptation. Donc, le contraire, la bonnerie avec une lettre d'écart dans l'alphabet, c'est l'incapacité à s'adapter. Maintenant, si tu fais des efforts énormes pour ne pas t'adapter, ne t'étonne pas qu'au bout d'un moment, tu es décalé. Donc, tu ne t'adaptes pas à ton mari, bah, tu es décalé, on ne se comprend plus, on n'est plus sur la... Tu ne t'adaptes pas à tes enfants, tu dis, j'ai plus de langage avec eux, ils ne comprennent rien à ce que je raconte. Tu n'es pas adapté à ta femme. Et ben, au bout d'un moment, tu dis, on n'a plus rien en commun. Tu n'es pas adapté au business. Après, tu dis, je ne comprends pas, personne ne rentre dans le magasin. Mais tu ne t'adaptes pas. Mais comme le monde change, on est obligé de changer. Maintenant, le problème, c'est que pour beaucoup de gens, et comme ça je dis à mes enfants, pour beaucoup de gens, grandir, c'est souffrir. Tu sais, des fois, il y a des gens qui disent, écoute, il faut prendre une décision, il faut y aller, il faut aller te battre avec ton patron, il faut te confronter avec ton mari, il faut assumer avec tes enfants, il faut aller te battre avec le directeur d'école. Tu dis, ah, j'ose pas, j'ai honte, c'est difficile, ça se fait pas, comment je vais faire, j'ai pas ce qu'il faut pour y aller. Il faut y aller. Pourquoi? Il dit, oui, mais ça me fait souffrir. Mais non, ça ne te fait pas souffrir, ça te fait grandir. Maintenant, grandir, pour les gens qui ne veulent pas grandir, ça s'appelle souffrir. Mais grandir, pour les gens qui veulent grandir, ça s'appelle kiffer. Bah oui. Tu sais quoi? Le mec qui dit, bon tiens, David, il reste un magasin. On a tout distribué les rôles. Toi, tu es un vendeur, tu es prêt à le prendre? Tu le prends en gestion? Tu le prends? Toi, tu dis, en gestion? Ça veut dire, je vais être responsable. Oui. Alors, je vais avoir la diarrhée tous les jours. Mais non, tu vas tenir ton estomac. Alors, toi, tu dis, tu sais quoi? Je vais être fou. Je ne vais pas prendre le magasin en gestion. Ah bon? Non. Je sais qu'il y a des petits soucis de trésorerie en ce moment dans le business. Ouais. Tu sais quoi? J'ai 50 000. Je vais être associé, je ne veux pas être gestionnaire. Je ne veux pas être gérant, je vais être associé. 50-50. T'as pas peur? J'ai pas peur. Allez, viens, je le fais. On y va. Qu'est-ce que ça fait là? Tu t'es mis dedans. Tu peux dire non, tu sais, c'est pas évident parce que 50-50, c'est 50-50 des bénéfices, 50-50 des pertes. Alors que gérant avec un salaire, tu prends ton SMIC, tu es tranquille, tu rentres chez toi, tu meurs serein. Mais si tu veux faire 100 000 cette année, il faut y aller, Baba. Il faut prendre les risques. C'est pour ça que les placements à risque rapportent plus que les placements sans risque. Maintenant, de se marier, c'est prendre un risque. De créer un business, c'est prendre un risque. De mettre une femme enceinte, c'est prendre un risque. Alors, t'es prêt à risquer ou non? Les gens disent, oh, mais on n'est pas des fous quand même, on n'est pas des fous. C'est pour ça qu'on t'éduque, qu'on te donne les moyens, qu'on travaille ses midotes, qu'on prie Hachem. Parce que pour que tu rentres, pour qu'il y ait le moins de risques possible. Mais il va bien falloir y aller à un moment. Moi, je le dis, même celui qui a sauté 2 fois en parachute, celui qui a sauté 100 fois en parachute, celui qui a sauté 1000 fois en parachute, à la porte de l'avion, il y a toujours un gars qui dit « Go !» Pourquoi? Parce que le gars, il dit « Attends, on est à 1200 mètres. Et si le parachute, il s'ouvre pas? Tu te maries, mais tu sais combien il y a de divorces? Tu crées une start-up, tu sais que 80% des start-up, elles déposent le bilan dans la première année. Tu veux faire du business avec la Chine, tu sais que les 3/4 des gens, le temps qu'ils ramènent la marchandise, la marge, elle est tellement basse qu'ils ont perdu le bénéfice avant d'avoir été livrés par les Chinois. Alors c'est risqué. Oh, qu'est-ce que tu veux? Je vais mettre chez l'écurail. Le livret A.
Ça s'appelle le livret A, parce qu'à la fin de l'année, quand tu vois les bénéfices, tu dis A. Au début, ça s'appelait le livret Khlet. Mais comme ils n'arrivaient pas à le vendre, ils ont appris le livret A. C'est pour ça que c'est chez l'écureuil. Parce qu'à la fin de l'année, il ne reste que les noisettes. Ouais. Mais toi, tu dis, je me marie, je prends le risque. D'accord? Et je vais réussir. Je fais un enfant, je vais à la choupa équilibré, sadique et autonome. Comme si ou non. Je démarre le business, je m'engage à payer les fournisseurs et les employés et faire du bénéfice. Donc quand tu es dans cette logique-là, on appelle ça en français que tu es responsable. Ben, dans la responsabilité, les gens considèrent que c'est un stress, ouais, alors qu'en fait, c'est une force. Parce que le stress de la responsabilité, vous savez ce que c'est ou non? Vous savez ce que c'est le stress? Oui, non? Non? Vous savez pas? Non, je ne parle pas de la traduction, je sais que vous parlez français. Je vous donne la définition du stress. Le stress est le mal-être développé par la distance entre la personne que tu devrais être et la personne que tu es. Vous suivez ou non? C'est-à-dire que si tu as une responsabilité de 40 ans, mais que tu as une maturité de 20 ans, tu vas stresser. Si tu as un mental de vendeur et que tu deviens patron, tu vas stresser. Si tu ne maîtrises pas ton cours et que tu enseignes, tu vas stresser. Si tu veux t'occuper du superficiel et que tu poses des questions essentielles, tu vas stresser. Donc le stress, c'est le malaise développé par la distance entre la personne que tu devrais être et la personne que tu es. Maintenant, quand tu es la personne que tu es censé être, il n'y a pas de problème, puisque tu es toi-même. Mais quand tu fais semblant, ou quand tu crois que tu l'es, ou quand tu as préparé tout un série d'arguments pour accuser les autres au cas où tu te plantes, parce que quand tu réussis, c'est grâce à toi, mais quand tu te plantes, c'est à cause des autres, c'est foutu. Ça, c'est la Mishnah. Adam Mo'el Leolam. L'homme est toujours responsable. Mais ici, la Torah, elle ne parle pas d'accusation. La Torah, elle ne parle pas de culpabilité. La Torah, elle parle de responsabilité. Maintenant, bizarrement, les gens qui se sentent responsables se donnent les moyens d'assumer leur responsabilité. Donc, ils ne se plantent pas. Mais les gens qui ne se sentent pas responsables, ils ne vont pas mettre la vigilance, ils ne vont pas mettre la force, ils ne vont pas mettre la maturité. Donc, ils vont se planter. Maintenant, ils ne sont pas plantés quand l'accident est arrivé. Ils sont plantés que depuis le départ, ils ne se sont pas engagés à assumer. Donc ça veut dire que quand toi, tu ne te donnes pas les moyens de réussir, c'est comme si tu t'étais engagé à te planter. Donc vous voyez que la réussite, elle n'est pas dans le résultat, elle est dans les efforts que tu fournis pour réussir. Maintenant, je sais que les gens, ils aiment bien, si Dieu veut, ça va se faire. Le fil rouge, le poisson, l'œil. Moi, il y a un truc que je ne comprends pas. Pourquoi les gens, moins ils sont religieux, plus ils croient au miracle? Mais si tu n'es pas religieux, Baba, tu dois croire au cartésien. Le cartésien, c'est la logique. La logique, c'est la loi de causalité. Non, le gars, il n'est pas religieux. De toute façon, Dieu n'existe pas, tout ça c'est des bêtises, les rabbins ils sont là que pour le fric, c'est l'opium du peuple. Mais ils vont le fil rouge, l'œil, des poissons dans toute la maison. Les enfants ils s'appellent Rouget, Routi, Hamza. Combien vous avez d'enfants? 5 garçons et 2 filles. Mais nous ne croyons pas à Ainara. Je te dis, c'est très intéressant. Encore tout à l'heure dans l'avion, un monsieur m'a dit, ah, il paraît que ça porte pas bonheur, ça traite. Je dis, de quoi vous parlez, monsieur? Vous mettez les téfilines? Non, j'ai peur de m'étrangler. Vous faites le Shabbat? Non, je travaille que samedi et fête. Oh, vous mangez cachère? Non, parce que j'y arrive pas. C'est ça que vous devez avoir peur. C'est ça. Parce que quand tu mets une baffe au bon Dieu, après tu dis, pourquoi il n'intervient pas dans ma vie? Non, bah tu l'as jeté. C'est bizarre les gens. Donc cette logique, vous avez compris, c'est quoi? Ça s'appelle que la personne, elle est dans une démarche de responsabilité. D'accord?
Alors, il y a une Gemara dans Brachot d'Aflam et d'Alev incroyable. C'est marqué là-bas. 44 minutes? Non. Ça fait 44 minutes qu'on a commencé là. Juste la folie. Je crois que le temps passe plus vite à Tel Aviv. La Gemara raconte là-bas la tfila de Hana. Tout le monde connaît Hana, la mère de Shmuel. Oui, elle était au temple, au Beth Amikdash, à Shiloh. Elle était en train de pleurer pour essayer d'avoir un bébé. Et le prophète, le Kohen Gadol, Élie, il l'a vu. Il a cru qu'elle était sous. Alors, il l'a traitée de Shikora, qui n'est pas un ancêtre de la chicorée. D'accord? Il l'a traitée d'ivrogne. C'est marqué là-bas, Venir Sheva les Shikora. Ouais. Il a cru qu'elle était ivrogne. Qu'est-ce qu'elle a fait, elle? Elle lui a expliqué qu'elle n'était pas ivrogne, mais qu'elle était tellement prise par son angoisse de ne pas avoir de bébé. Donc sa prière, elle est devenue des sanglots. Et c'était les sanglots qu'il a perçus, qu'il a cru que c'était de l'ivrognerie. Ok. Là-bas, la Gemara donne un enseignement incroyable. Elle dit Anirshad Bema She'eno Tsarich Lodio. Celui qui est soupçonné d'une chose qui n'est pas doit le faire savoir. Vous avez compris? Donc Hana, Élie s'est trompé, il a cru qu'elle était une ivrogne. Elle, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle lui a dit attention, je ne suis pas une ivrogne, mais je suis tellement pris par ma souffrance et ma tristesse que mon pleur ressemble à de l'ivrognerie. Ça va? C'est bon? Super. Moi, je pose la question la plus idiote du monde. Je dis, je ne comprends pas. Moi, je suis bien. Moi, je suis normal. Moi, je fais ce qu'il faut. Maintenant, l'autre, il a un problème dans sa tête. C'est qu'il me voit. Il me voit mal. Mais il me voit mal parce qu'il est tordu. Je ne sais pas si vous comprenez ça. Si moi, je dois marcher dans la rue et je dois faire le calcul de toutes les mauvaises interprétations qu'on peut avoir de mes comportements pour aller chez chaque personne qui m'a mal jugé, lui expliquer qu'elle se trompe mais que je suis quelqu'un de bien. Mais vous savez combien il y a de malades qui se baladent? Combien il y a de jaloux? Combien il y a de névrosés? Combien il y a de parano? Combien il y a des gens mal dans leur peau? Combien il y a de gens qui n'arrivent pas à supporter mon bonheur? Qui n'arrivent pas à supporter mon existence? Que moi je dois aller chez chacun pour lui dire non, 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 tu as cru que j'ai dit ça, en fait j'ai dit ça, tu as cru que j'ai fait ça, en fait j'ai fait ça, tu as cru que j'ai pensé ça, en fait j'ai pensé ça, mais on ne pourra jamais finir. Ils sont trop nombreux. Rappelez-vous que la bonnerie, c'est la maladie la plus répandue et la moins soignée. La bonnerie avec une lettre d'écart dans l'alphabet, d'accord? Et pourtant, c'est quand même marqué. Anirshad Bema She'eno, celui qui est soupçonné de quelque chose qui n'est pas, il doit aller. C'est marqué Veitem Nekiim Lachem ou les Béné Israël, ou les Aînés Israël. C'est-à-dire que tu dois être naki, tu dois être innocent, tu dois être pur aux yeux de Dieu et aux yeux des hommes. Ça veut dire que si tu as un comportement tordu, tu es jugé tordu. Mais si tu as un comportement ambigu, l'autre, il peut te juger tordu. Et toi, qu'est-ce que tu dis? Non, il doit me juger du bon côté. Non, non, non. Toi, tu dois juger l'autre du bon côté. Mais tu ne veux pas exiger de l'autre qui te juge du bon côté. Vous comprenez ou non? C'est comme si tu prends ta voiture Shabbat, tu roules, et puis quand tu croises un copain qui est rabbin, tu lui dis non, ma femme accouche. C'est pour ça que j'ai pris la voiture, ce qui est permis d'après la Torah. Où elle est ta femme? Si Dieu veut, je vais l'épouser un jour. D'accord? C'est-à-dire que moi, je ne peux pas m'appuyer sur l'obligation de l'autre pour justifier mes erreurs à moi. C'est comme l'histoire du steak. Vous connaissez l'histoire du steak? Non? Il y a deux copains qui vont au restaurant. Alors le serveur, il amène deux steaks. Maintenant, il y a un gros et un petit. Qu'est-ce qu'il fait? Le gars, il prend le gros. L'autre, il dit quand même, tu prends le gros, dis-moi, tu pourrais quand même... Il dit, de toute façon, t'es poli, non? Si je t'avais demandé, tu m'aurais dit, prends le gros. Alors j'ai pris le gros. Mais dans la vie, c'est comme ça aussi. Les gens, toujours les adhérents du PSG, tu proposes la moitié du prix de la maison. Mais c'est rien. Mais attends, on est beaux-frères, tu vas pas m'embrouiller quand même. Tu vas gagner de l'argent sur ta sœur. Tu dis, mais la maison, je l'ai payée pendant 20 ans, je peux pas te la faire au prix que je l'ai payée il y a 20 ans. Alors quoi, tu veux profiter de ta sœur, que je suis son mari? Ok, mais toi, c'est quand même toi qui as créé le site barredefer.fr, c'est vrai. Et radin.com, c'est vrai. Alors il y a une plus-value. C'est ma retraite. Paye-moi le prix que ça vaut maintenant. Pourquoi tu veux me payer le prix de l'époque? Donc qu'est-ce que tu fais? Tu prends le gros steak.
Donc je dis, je répète, je ne peux pas, moi, désigner les bonnes qualités de l'autre dans mon intérêt à moi. C'est comme les gens qui disent, comment ça se fait qu'il ne dit pas merci? Mais ça, c'est son choix. Toi, tu as une mise, va te donner. Mais tu ne peux pas l'obliger à dire merci. Maintenant, si lui, il a la finesse d'esprit et de la grandeur d'âme de dire merci, c'est son problème à lui. Mais quand toi, tu dis, ça ne sert à rien que je lui donne puisqu'il ne dit pas merci, toi, tu es radin et tu voudrais maîtriser la réaction positive de l'autre de dire merci. Et tu vas légitimer le fait que tu te conduis mal parce que l'autre, tu penses qu'il se conduira mal. C'est comme les enfants, tu dis, mais pourquoi t'as menti? Il dit, parce que j'ai peur que tu me frappes. Mais je t'ai déjà frappé. Non, tu m'as jamais frappé, mais j'ai eu peur. Donc en fait, tu as légitimé ton mensonge. C'est comme l'autre qui ne veut pas dire à sa femme qu'il a trompé parce qu'il ne voulait pas lui faire de la peine. Et sa femme lui dit, mais mon amour, j'aurais préféré que tu meures. Il dit, ça va venir. Donc ici, c'est marqué que celui qui est soupçonné de quelque chose qui n'est pas, si tu me soupçonnes de quelque chose qui est, d'accord? Tu m'as vu faire du bouche à bouche à une personne qui n'est pas dans le coma. Je peux imaginer que c'est proche d'un adultère. Mais s'il n'y a rien, parce que Nirshad Bedavar chez Eno, c'est une soupçonne de choses qui n'existent pas. Qu'est-ce qu'elle a dit la Torah? Tsarich le audio. Tu dois aller lui faire savoir, tu dois lui expliquer. C'est-à-dire que l'autre, il a déliré. Il a déliré sur moi. Et moi, je dois aller m'expliquer. Alors, je lui donne la réponse. Mais ça aussi, c'est très violent. Vous êtes prêtes? Vous êtes prêts? Ça veut dire que, a priori, je dois avoir un comportement tellement parfait que l'autre, même par une mauvaise interprétation, il n'arrive pas à avoir du mal chez moi. Vous me suivez ou non? C'est pas seulement que je dois être bien. C'est pas seulement que l'autre il doit être intelligent. Même si l'autre il est bête, mon comportement à moi, il doit être tellement parfait que même si l'autre il est parano, il ne voit pas le mal. Même si l'autre il est débile et rempli de complexes et névrosé, il ne voit pas le mal. Je dis, mais quel niveau de perfection je dois atteindre? Alors en français, ça s'appelle le crédit instantané. Je vous donne une explication. Le crédit instantané, c'est par exemple, vous rentrez en boîte de nuit et vous voyez Baba Salé. Tu dis, Baba Salé, c'est pas un endroit pour toi. Baba Salé, il dit, Gam lecha, ta yehudi, gam ata, ma ta osepo. Alors qu'est-ce que tu veux? Tu veux que le Rav il parte pour que ça devienne une Rav partie? T'as pas compris. Quand le Rav il est là, c'est comme quand ta conscience elle est là. C'est pour ça qu'ils boivent de l'alcool, qu'ils fument des joints, qu'ils prennent des petits cachets bleus. Moi j'en vois qui s'extasient, mais c'est ça le problème. Ouais. Parce qu'ils veulent que le Rav il s'en aille. Ils veulent que la conscience elle s'en aille. Mais donc quand tu vois Baba Salé, tu vas pas t'imaginer qu'il est venu pour faire des bêtises ou là pour draguer ou là pour pécho. C'est Baba Salé. Alors il a ce qu'on appelle un crédit instantané. Tu dis non, mais lui il n'est pas instantané son crédit. Parce que quelqu'un qui était tzaddik pendant 98 ans, c'est facile pour lui d'avoir du crédit. Donc il faut toi que tu te débrouilles pour dégager une énergie d'honnêteté, une énergie de pureté, une énergie de sainteté tellement grande que l'autre, il n'arrive pas à imaginer que tu es tordu. Voilà. Eh bien, c'est comme un parfum. C'est très très rare que quand vous êtes au duty free et que vous essayez de trouver un parfum et que vous testez, d'un seul coup vous sentez la laine d'un chien mort. Pourquoi? Parce que c'est du parfum. Donc, est-ce que tu es du parfum? Maintenant, le parfum, c'est quoi? C'est ce qui va émaner de ta personne. C'est ce qui va irradier de ta personne. Maintenant, quand toi, tu travailles à être honnête, tu travailles à être positif, tu travailles à être pur, tu travailles à être quelqu'un de bien, eh bien, ça se sent. Et le contraire, quand tu es fondamentalement tordu, même si tu fais bien semblant, on ne te sent pas. Tu dis, je sais pas, je le sens pas celui-là. Je sais pas. La barbe, le chapeau, le titre, je le sens pas. Il a des regards bizarres, je l'aime pas. Ah quand même, c'est honteux. Je sais pas, je le sens pas. Qu'est-ce que je dis, je le sens pas. Ouais, non, tu le sens pas, le Rav, tu le sens pas. Ouais, l'ingénieur, tu le sens pas, le mec il dit voilà. Le médecin, tu le sens pas. Il vient chez toi, il dit bonjour, ouais, nous allons traiter la chimio. Non. On dirait qu'il a fait ses études de médecine à l'Orte.
en mécanique. Tu le sens pas, le mec qui va soigner ma mère, celui-là, il se contredit, il dit n'importe quoi, il se trompe de dossier, après il dit vous êtes bien le fils de Madame Alouche? Non, non, c'est Chichpoch. Ah oui, excusez-moi, je reprends le dossier. Oh là là, celui-là, il va soigner ma mère, celui-là. Tu sens le pauvre type. Pourtant, il n'a rien dit. Hein. C'est l'énergie que tu irradies. C'est quand les gens ils me disent bon, Rav, au Chidour, comment il faut faire? Il faut être dur, il faut être cool, il faut être sympathique, il faut être bêcheur, il faut être. Je dis il faut être naturel. Maintenant, si tu es naturel, et tellement naturel que quand tu arrives, l'autre elle voit un bœuf, j'espère pour toi qu'elle c'est une vache, comme ça vous formerez un beau couple. Mais si quand tu es naturel, elle voit un gars extraordinaire, elle dit waouh, 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 c'est l'homme qu'Hachem m'a envoyé. Extraordinaire. Ça va? Donc ici c'est marqué que je dois avoir un comportement a priori. Comme dans les dommages. Dans les dommages, je dois mettre la barrière. Je dois attacher le chien. Je dois être vigilant quand je conduis. Je dois prévenir mes enfants des dangers. Je dois anticiper les erreurs. Je dois les armer pour qu'ils puissent assumer. Ça s'appelle en hébreu les chatrila. Les chatrila, c'est-à-dire que je dois me conduire d'une manière tellement parfaite, pas seulement pour éviter les écueils du présent, mais même anticiper les écueils du futur. Sinon, toute la vie, ça va être « je m'y attendais pas du tout, alors là, je tombe des nues, franchement, c'est incroyable, je suis très déçu, c'est autrement que je voyais les choses, mais comment ça a pu arriver? Mais qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu? Mais c'est quoi ces gosses? Mais qu'est-ce que c'est que cette mentalité? Je découvre ton vrai visage. » Tous les gens qui ont des surprises souffrent d'une maladie qui s'appelle la non-anticipation, qui est aussi une facette de la lourdeur, puisqu'on dit Ezeu Chacham Aroet Anolad, qui est le sage, celui qui voit l'avenir. Donc ça veut dire qu'un homme mature, une femme mature, est obligé de vivre perpétuellement sur 3 plans. Un plan qui s'appelle le passé, un plan qui s'appelle le présent, un plan qui s'appelle le futur. Maintenant, les gens qui oublient le passé, ils refont les mêmes erreurs. Les gens qui ne vivent pas le présent, on dit qu'ils sont inconscients. Et les gens qui n'envisagent pas l'avenir, toute leur vie, ils ont des surprises. Ça s'appelle le syndrome du haut. Oh, ma femme est partie. Oh, mon beau-frère m'a planté de 10 millions d'euros d'immobilier. Oh, le comptable n'a pas déposé les papiers de l'URSSAF. Oh, le dépôt de bilan arrive. Oh, la cigarette a rendu mes poumons aptes à être offerts aux autoroutes. 2 morceaux de goudron. Il n'y a pas. Je sais que les philosophes ont dit que l'homme est le seul animal qui s'étonne. Et je pense que le gars qui a dit ça, il a dû prendre de l'acétone. Non, nous on pense que non seulement l'homme n'est pas un animal, ouais, mais en plus qu'il n'y a pas d'étonnement. Parce que l'étonnement, c'est pour les gens qui ne savent pas anticiper. Pendant le bon Dieu, il a assez donné de capacité d'analyse, de capacité de dissection des événements, de capacité de projection, de capacité de synthétisation pour être capable de projeter l'avenir. Tu peux. Mais il faut faire l'effort. Maintenant, si en plus de ça, tu as peur de l'avenir, comment tu vas l'anticiper? Donc, ce qui est marqué ici. Ouais. Le Chacham, ouais, il est Roet Anolad. Ça veut dire que il va analyser les graines de son futur dans son présent. Comme je vous ai déjà fait plusieurs fois cette démonstration, je m'excuse pour les redoublants, c'est que comment tu comprends ton présent? En regardant ton passé, puisque ton présent est le fruit de ton passé. Comme tu veux ou non? Maintenant, si tu comprends ton présent en regardant ton passé, parce que ton présent est le fruit de ton passé, tu sais que le jour où ton présent sera passé, c'est que ton futur sera présent. Or, de la même manière que tu comprends ton présent en regardant ton passé, il suffit de mettre ton présent au passé pour connaître ton futur. Non, ça a l'air d'un jeu de mots, mais c'est réfléchi. Je sais que la télévision obstrue les canaux intellectuels et que les fonctions cognitives sont juste aptes à saisir la finesse d'une publicité, mais sachez quand même que le cerveau n'est pas une excroissance de l'estomac, parce qu'il y a des gens, tu crois qu'ils gèrent, en fait, ils digèrent. D'accord? Donc,
Grâce à Dieu, vous avez des cerveaux et c'est pas grave de les utiliser à bon escient et régulièrement. Ça les maintient en vie. Donc je répète que la seule manière de connaître son futur, c'est de mettre son présent au passé. Tu dis non, ça marche pas. Parce que pourquoi en regardant mon passé, je comprends mon présent? Parce que le passé, il est passé. C'est ce qu'on appelle en français avoir du recul. Mais comment je pourrais avoir du recul sur mon présent pour connaître mon futur? Alors en français, on appelle ça la projection. Il y a deux manières de prendre du recul. Soit horizontal, le temps est passé, ouais. Soit vertical, tu te projettes. Maintenant, quand tu te projettes sur toi-même, tu t'écoutes parler, peut-être tu comprendras pourquoi les gens ne comprennent rien. Ouais. Quand tu te projettes et tu vois ce que tu as fait comme effort, tu te rends compte pourquoi le magasin ne marche pas. Mais il faut que tu te projettes. Mais tant que tu as la tête dans le guidon, pour ne pas dire ailleurs, c'est normal que tu ne comprends rien et tu continues à donner de l'argent, il y a t'engueuler avec les clients, il y a perdre à l'achat, il y a perdre à la vente, et tu dis, mais je ne comprends pas, c'est un trou, c'est l'Aïnara, c'est le crawl de ma belle-mère. Non! C'est juste que tu ne prends pas le temps de réfléchir. Comme les filles qui passent d'un mec à l'autre, et après ils disent, ramène chez Tri, je rencontre que des malades. Ok, mais vous n'avez pas un petit côté infirmière? C'est vrai. C'est vrai. Mère Teresa, je suis là pour sauver le monde, je vais l'aider à faire tes chouvas, je vais l'aider. Arrête, Mère Teresa, il y en a eu une seule, on l'a canonisée. Et si tu veux vraiment soigner quelqu'un, soigne celles-là qui se sont obligées de soigner tous les gens qui ont besoin d'être soignés, qui se trouvent accessoirement avec toi. Là, t'es que le toi. Et tu verras que quand tu t'es soigné, t'arrêtes de rencontrer des gens qui ont besoin d'être soignés. Bah oui, parce que ce qui se ressemble s'assemble. Soit par mimétisme, soit par complémentarité. Et comme chaque poubelle a son couvercle, chaque marmite. Excusez-moi, ça m'a échappé, mais... Parce que quand il parle de sa femme, il dit, pour moi, tu resteras toujours la poubelle. Alors elle dit, quoi là? Donc c'est quoi l'idée? Vous avez compris maintenant, c'est qu'un homme, il doit être a priori. D'accord? A priori, ça veut dire que je suis capable d'anticiper et il n'y a pas de surprise. Et c'est ce que la Torah demande. Adam srichliot lechatchila. Un homme, il doit être a priori. Donc dans les dommages, je vais être a priori. Dans les choix, je vais être a priori. Dans les réflexions, je vais être a priori. Dans la compréhension, je vais être a priori. Maintenant, si je suis a posteriori dans la connaissance, ça veut dire que je ne sais pas, il faut apprendre. Si je suis a posteriori dans les qualités morales, il faut travailler tes midotes. Si je suis a posteriori dans l'investissement de mon couple, il faut s'investir dans ton couple. Mais arrête de te servir de ton a posteriori pour justifier ton a posteriori. Pourquoi? Parce qu'il y a une Gemara, aussi dans Brachot, mais dans un autre Pérec, là-bas la Gemara elle dit comme ça. Kol hane'ene mina olam hazeh. Tout celui qui profite de ce monde-ci, blo bracha, sans bénédiction, ma'al. Il a profané l'objet. D'accord? J'ai une pomme devant moi. Je suis un Ben Israël. D'accord? J'habite à Tel Aviv, une des villes les plus saintes d'Israël. Je sais que la bracha, c'est Boré Periaet. Je trouve une kippa. Ouah, le miracle. Je la mets sur la tête, je prends la pomme et je dis Baruch Ata Hashem, Elokeinu Melech Haolam Boré Periaet. Et après, mange-la comme tu veux. Non. Qu'est-ce qu'il le gars? Il a mangé la pomme. Après, sa conscience ou sa grand-mère, elle lui vient, elle lui dit Haram, tu manges son bracha, bracha. Et il dit, c'est vrai, j'ai mangé sans bracha. Ouais. Ça s'appelle Merila. C'est une forme de profanation, puisqu'il y avait un potentiel de sanctifier Dieu dans cette pomme, et toi, tu l'as utilisé à une tâche bassement matérielle qui s'appelle la digestion. L'Agma dit, Maïta Kante. Maintenant, le gars, voilà, il a mangé sans faire de bénédiction. Comment il peut réparer? L'Agma dit, Yelech etzel chacham. Il doit aller chez un sage. Donc vous avez compris la situation. Le gars, il a mangé la pomme sans faire de bracha. Il dit, comment je peux faire pour réparer? Je ne peux pas remonter dans le temps. Je ne peux pas reconstituer la pomme, je l'ai mangée. Alors il dit, qu'il aille chez un chacham. La Gemara, elle dit, etzel chacham, yavidle. S'il va aller chez le sage, qu'est-ce qu'il va lui faire le sage? Il va lui faire une bénédiction, il va faire de la Kabbalah, il va reconstituer la pomme. Il ne peut pas. La Gemara, elle répond. La Gemara dit, l'interdit, il a déjà fait la vera, à quoi ça sert?
Est-ce qu'on peut réparer? Est-ce qu'on peut revenir en arrière? La Gemara dit, et là, ma Rava. Mais il a dit Rava, Yelech etzel chacham meikara. Il faut qu'il aille chez le sage depuis avant, veilmedou brachot, et qu'il apprenne les lois des bénédictions, qui est des shelo yavo les demerila, afin qu'il n'arrive pas justement à profaner. Cette Gemara est très bizarre. Bah oui, parce que la Gemara dit, le gars il a déjà mangé la pomme sans faire de bracha. Elle demande qu'est-ce qu'il doit faire. La Gemara dit, il doit aller chez un sage. D'accord? La Gemara dit, mais le sage, qu'est-ce qu'il va réparer? C'est trop tard, il a déjà mangé la pomme. La Gemara dit, non, il doit aller chez le sage a priori. Comme ça, il n'aura pas besoin. Mais je ne comprends pas, maintenant on est a posteriori. Vous me suivez ou non? La fille, elle est enceinte. Et elle est mariée. Et je ne suis pas son mari. Donc il y a un mamzer qui arrive là. Vous me suivez ou non? Celle-là, elle est enceinte. Mais je ne veux pas l'épouser, c'est pas mon genre. Comment je vais faire avec elle? Oui, mais son père, il est Golani et tireur d'élite. Donc tu vas mourir cette année. Cette semaine, peut-être, si Dieu veut. Ouais. Alors, tu la trouves pas mignonne? Parce que les gens, ils viennent chez moi, Rabat Chetrit, écoutez, elle est enceinte, mais je l'aime pas du tout. C'était juste un truc comme ça, à l'arrière d'un break, un samedi soir. Je dis, bien, tu viens de découvrir qu'il y a des conséquences. Et dans conséquences, il y a séquence. Ils ont tellement banalisé la sexualité que les gens, au lieu de jouer au Monopoly, ils font des bébés. Après, qu'est-ce qu'on fait? On a le droit de l'enlever, moins de 40 jours, plus de 40 jours. Mais tu parles de quoi là? Tu parles de la fusion nucléaire. Tu parles du Neshama. Tu parles d'un destin. Tu parles d'une vie. Peut-être que le bébé qui va naître, il est plus important que toi. Et que toi, tu sers à rien, tu es juste un porteur de semences. Et toi, tu veux t'en débarrasser parce qu'il te dérange, parce que tu n'as pas encore fini ton BTS d'action commerciale. Et c'est pas vraiment le moment d'être devenir papa. Surtout si l'enfant en naissant, il est plus mature que toi. Il y a des conséquences. C'est la vie. Tu as signé, tu as marqué en nom propre. Tu payes la marchandise, tu n'en as pas, on te prend ta maison. Oh, tu dis non, mais je rigolais. Non, quand tu signes lit approuvé avec 2 témoins, la dette, elle est à toi. Je dis, mais je vais pas payer. Qu'est-ce que je vais faire avec 400 000 euros de papier toilette avec imprimé dessus Happy Birthday? Pour Hak Sameach. Je pourrais jamais les vendre. C'est toi qui les as commandés. Hein. Vous avez compris l'idée? Alors qu'est-ce qu'il y a écrit dans cette Gemara? Puisque quand c'est fait, on ne peut pas revenir sur le passé. Ici, il y a un chidouche extraordinaire. Il y a un enseignement incroyable. C'est quoi? C'est qu'en fait, la Torah, elle t'explique que toujours tu dois être a priori. Toujours tu dois faire les choses avec intelligence. Toujours tu dois faire les choses en connaissance de cause. Toujours tu dois faire les choses avec la conscience. Toujours tu dois faire les choses avec la bonne volonté. Toujours tu dois faire les choses avec la émouna et avec le bitachon. Toujours. Mais qu'est-ce qui va se passer quand tu t'es planté? Quand tu n'as pas réfléchi, quand tu t'es pas donné les moyens, et quand l'accident il est arrivé, qu'est-ce que tu dois faire? Alors ici c'est marqué. Ici c'est marqué qu'a priori, tu dois être a priori. Mais si tu te trouves dans une situation d'a posteriori, ouais, il faut que tu te remettes a priori. Traduction, que la vie, c'est une mécanique. D'accord? La mécanique, c'est quoi? C'est que cela entraîne cela, entraîne cela, entraîne cela, entraîne cela, entraîne cela, entraîne cela. Maintenant, si toi, tu n'arrêtes pas la mécanique de cela entraîne cela, tu ne vas pas comprendre ce qui t'arrive. Toi, tu rentres à la maison, ta femme, elle est fatiguée. Tu as une chance sur deux. Ou elle fait la gueule, ou elle est fatiguée. Maintenant, qu'est-ce qu'il fait ton Yetsa? Il lui dit, ah ouais, tu fais la gueule comme toute ta famille de dépressif. Mais elle est vraiment fatiguée. Tu me parles comme ça, mais je te signale que c'est ta mère qui s'est suicidée. Alors c'est qui les dépressifs? Quoi, tu parles comme ça? Ah, vous les Tunisiens, vous les Marocains, tu sais quoi, crève, allez, casse-toi de la maison. Si tu me fais ça, tu vas voir ce qui va t'arriver. J'appelle demain l'URSSAF, je vais leur dire que tu embrouilles. Tu prends des... Quoi? Tu parles comme ça? Alors je vais te raconter, moi, ce que j'ai fait avec ta sœur avant qu'on se marie. Mais t'es malade! Et tu crois que ton frère, c'est ton frère? Pas du tout, c'est ton oncle. Ah! Mais comment on a pu arriver à une khara pareille? Parce qu'on s'est laissé entraîner dans la mécanique de négatif, 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 négatif. A posteriori, a posteriori, a posteriori, a posteriori. C'est pour ça que je le dis pour les gens qui ne savent pas, mais quand il y a le feu dans une maison, la première chose que les pompiers font, ils n'essayent pas de sauver les rideaux ou d'éteindre le canapé. La première chose qu'ils font,
il coupe le gaz. Parce qu'à quoi ça sert de sauver les rideaux puisque la maison va exploser avec tout ce qu'il y a dedans et avec les pompiers avec. Traduction, arrête l'hémorragie. Arrête de pourrir la situation. Arrête la polémique. Arrête. Mais ils font pas ça les gens, ils font de la surenchère. Tu me parles mal, je te parle mal. Tu m'accuses, je t'accuse. Tu me fais du mal, je te fais du mal. Et ça c'est quoi? C'est a posteriori, a posteriori, a posteriori, a posteriori. Après les deux ils se retrouvent chez l'avocat. Il dit mais je comprends pas, il y avait de l'amour dans notre couple. On a 6 beaux enfants. On s'est battu pour cette maison. On a construit le business ensemble. Mais qu'est-ce qui nous arrive chérie? Ce qui nous arrive chérie, Ahmad, c'est qu'il fallait couper le gaz. Maintenant, le gaz, à ce moment-là, c'était quoi? C'était la mitzvah la plus facile à faire, quel que soit ton niveau de religion. Ferme-la. Même si tu as raison, ferme-la. Si on est dans la colère, si on est dans les nerfs, si on est dans le satan, si on est dans le genoun, tais-toi. Mais je me laisse pas faire, je baisserai pas la tête. Ouais. Mais on t'a pas dit de baisser la tête, on t'a dit seulement que c'est pas le moment. Maintenant qu'on se crie, qu'on s'insulte et qu'on se maudit, c'est pas le moment de décider le divorce. Ouais. Maintenant que tu es en pleine dépression de la perte de ton père, c'est pas le moment de décider d'arrêter médecine. Parce que tu n'es pas dans un état mental de prendre une décision. Et bien cette logique-là, c'est ça. C'est que quand tu es a posteriori, encore une fois, la Torah elle a demandé que tu sois a priori, vous avez compris tout l'engagement émotionnel, intellectuel, spirituel que ça demande. Mais si tu es a posteriori, ça peut arriver. Voilà, le gros mot tu l'as dit, il t'a échappé. D'accord? Tu as tourné la tête, tu es rentré dans la bagnole. Ok. Le chèque en blanc, tu l'as fait, tu as fait le chèque en blanc. Voilà. Ouais. Il n'est pas approvisionné le compte. Tu l'as fait, d'accord? La cliente, tu étais en train de la convaincre, en fait, tu étais en train de la charmer. Mais manque de peau, ta femme, elle était juste à côté, elle t'a vu faire. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu es a posteriori, d'accord? Tu as découvert ton mari en train de regarder des sites qui sont ni pour nous, ni pour vous. D'accord? Toi-même, t'as envoyé un texto bizarre à un collègue de travail, je t'embrasse partout, merci pour cette nuit merveilleuse. Mais c'est juste pour rigoler. Mais le texto, il est là. Et lui qui regarde jamais les textos, ton mari, il est tombé sur celui-là. Regardez sur lorealeno.com, il rapporte ce genre de cas. Ouais. Tu dis, mais mon amour, je te promets, on rigolait, c'était rien du tout, c'était des blagues de pathos. Blagues de pathos? C'est ça les blagues de pathos? Tu sais ce que c'est une blague de pathos? C'est qu'à chaque seconde, tu peux basculer dans la touma la plus totale. Mais, si l'autre, tu vois qu'elle ne suit pas, tu peux toujours dire, je rigolais. Il n'y a pas de blague de pathos. Tu es marié, tu as 4 enfants, il n'y a pas de blague de pathos. Monsieur, s'il vous plaît, je vais changer de ton. On reste dans un cadre professionnel. D'accord? Vos mains touchent la marchandise, elles ne touchent pas la vendeuse. Allez, ça va, allez, ça va. Sois pas bêcheuse. Je vais amener une bêche, je vais te bêcher la tête, moi. Ça veut dire qu'une personne, elle connaît son cadre. Maintenant, si moi je délire, si moi je sors du cadre, il faut faire attention. Parce que quand tu t'écartes du cadre, à un moment, même le cadre, tu ne peux plus l'encadrer. Pour ça, j'ai dit souvent à des gens, vous n'êtes pas obligés d'être religieux, mais ne soyez pas des brêles, ne soyez pas tamés, ne soyez pas tordus. Au moins, il y ait des valeurs, il y ait des principes, il y ait des règles, il y ait une éducation, mais il n'y a rien. Il m'appelle, qu'est-ce que je peux faire? Prenez-le, appelez-le, voilà le numéro. Je dis, madame, il est religieux? Non. Il est intelligent? Non. Il est pur? Non. Il a des principes? Non. Il a des valeurs? Non. La savonnette, comment je vais l'attraper? Alors, on me dit, alors qu'est-ce qu'il faut faire? Je dis, répétez après moi. Idgadal, vidgadash. La beauté, c'est un très très grand chidouche. Quand tu es a posteriori, il n'y a que 2 solutions. Ou tu rentres dans la mécanique Avera, Gorer et Avera, et ça peut aller que pire. Ouais. Ou alors tu arrêtes les frais, tu arrêtes la polémique, tu arrêtes la destruction. Stop. J'ai raison ou j'ai tort, je veux arrêter de pourrir la situation. Ça s'appelle qu'a posteriori, tu te remets a priori.
Moi, j'ai eu des jeunes comme ça qui viennent me voir. J'ai très honte de vous dire, voilà, j'ai arrêté l'école très jeune, j'ai pas dit à mes parents, je fais du téléphone toute la journée, mais comme c'est très déprimant, je prends du shit, et comme le shit, ça me suffit plus, maintenant je suis à l'héros, à la cocaïne. Je dis, regarde, sur un mensonge de ton père, t'es sorti de l'école. Après, l'autre, il t'a fait le coup du cavode, t'as dit, t'es pas capable de le faire. Tu l'as fait. Tu as eu 2 ventes qui ont marché, 350 qui n'ont pas marché. Elles t'ont cassé le moral. Du coup, tu es obligé de fumer parce que c'est dur de se faire jeter 22 fois par jour, 22 fois par heure. D'accord? Donc, du coup, et après, comme le shit ne fait plus assez d'effet, tu t'es mis à la coke. Tu te rends compte jusqu'où tu es arrivé juste pour un mensonge à ton père. Donc, il ne faut jamais mentir à ton père. Parce que le père ici, il est représentatif du père là-haut. Donc, assume. Va voir ton père et dis, papa, je ne suis pas fait pour l'école. Ok. Papa, je veux faire autre chose. Ok. Papa, je veux faire un métier. Ok. Mais ne dis pas, papa, je vais à l'école et tu vas au call center et tu voles toute la journée. Tu dis, oui, mais j'ai honte de lui dire. Mais plus tu vas avoir honte, plus ça va prendre du temps, plus le choc il va être grand, plus la déception sera grande, plus il n'aura pas la capacité d'assumer parce qu'il va se dire quoi, ça fait 4 ans que tu mens. Maintenant, le mensonge, c'est a posteriori. La vérité, c'est a priori. Donc tu dois être a priori. T'assumes? Voilà. Excuse-moi papa, j'ai fait ça. Excuse-moi maman, j'ai fait ça. Excuse-moi bon Dieu, j'ai fait ça. Vas-y, assume. Quand tu assumes, ouais, c'est déjà la moitié de la solution. Comme la décision, c'est la moitié de la réalisation. Eh bien, le fait d'assumer, c'est la moitié de la solution. C'est pour ça que même quelqu'un qui mérite les 39 coups, d'après la Torah, si, c'est écrit dans la Mishnah, s'il fait sur lui tellement il se sent mal, on n'a pas besoin de le frapper. Parce qu'il a déjà le résultat. Il a pris conscience. Vous suivez ou non? C'est pas qu'on te frappe pour te frapper. Alors c'est exactement pareil. Quand quelqu'un il est dans cette logique-là, vous avez compris que, a priori, il faut vivre a priori. Ça veut dire que tout doit être fait dans les règles. D'accord? Tu dois savoir, tu dois apprendre, tu dois étudier, tu dois te maintenir. Tu dois te connaître, tu dois te construire, tu dois te respecter. Après, tu dois mettre l'énergie qu'il faut dans ton couple, dans tes enfants. Tu dois mettre en place les éléments. Tu dois te préserver des avérotes. Tu ne dois pas te pourrir avec la touma. Tu ne dois pas regarder des choses qui se pourrissent la tête. Tu dois mettre assez de Torah dans ta vie pour que la touma, elle sorte. Tout ça, c'est ce qu'il faut faire. Si tu ne l'as pas fait, de manière globale ou de manière ponctuelle, ouais, il faut réparer. C'est comme les gens qui te disent, écoutez, combien l'installation, combien pour faire l'électricité? 5 000 euros? 5 000 euros? Oh, 5 000 euros? Oh, tu rigoles. Oh. Tu vas chez Brico Dépôt, tu tapes des Roumains là-bas, tu leur dis, tu parles français? Ouais, courant, actrice. Tu connais Hachmal? Allez, viens, tiens, tu lui achètes les câbles, tu lui dis, allez, vas-y, mets le courant. Le mec, tac, 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 tac. Et après, tu es tranquille chez toi le Shabbat, pom, les plombs ils sautent, la machine à laver, truc. Tu allumes la lumière, il y a de l'eau qui coule. Après, tu vois, ça prend feu dans la chambre des enfants. L'assurance, elle te dit, mais monsieur, je ne peux pas vous assurer. Vous avez vu l'installation que vous avez? Pourquoi? Parce que tu as dit, mais c'est cher, 4 000 euros. J'ai trouvé un mec à 200 euros. Bien sûr, 200 euros, c'est même pas le prix du kéver, bébé. Alors, qu'est-ce que tu fais? Tu amènes le professionnel, le blond. Et lui, il te dit, monsieur, ça n'est pas du tout aux normes. On n'est pas là pour réparer, on va être obligé de tout refaire. Et tu as la peine, il arrache les câbles, il arrache les gaines, il arrache les clous, il arrache tout. Et il te refait tout. Et là, tu es parti pour 30 ans. Du coup, tu as payé 2 fois. Tu as payé le Roumain, qui en fin de compte, que tu n'as pas voulu payer 3 000, mais avec les faux frais, ça t'est revenu à 2008. Et tu dis, j'ai gagné quand même 200, c'est un sou, c'est un sou. Ouais. Et maintenant, tu vas payer 4 000 pour que le pathos, il te fasse propre, le travail. Ok, ça gagné, ça t'est revenu 7 000. Et si vous allez dire, ah ben c'est la vie, vous savez, on fait des erreurs. Il ne faudrait pas que le deuxième mariage, il soit la réparation du premier. Des fois que tu aurais mal installé le courant dans le premier. Des fois que tu ne serais pas au courant. Et la preuve, tu dis, j'ai divorcé parce qu'elle m'a fait péter les plombs. Tu vois que c'est un problème électrique. Donc tu dois être les khatrila. Vous me suivez ou non? Tu es juif, tu mets tes tefilines, tu fais Shabbat, tu manges kasher. Tu respectes tes parents, tu respectes la personne. Ouais, après tu te maries, tu fais les lois de la Nida, tu amènes la Kedusha dans la maison, tu ne regardes pas ailleurs,
tu respectes ton conjoint, tu lui amènes la finesse, tu lui amènes la douceur, tu amènes la générosité, elle te renvoie la bracha, tu la gâtes, elle prie pour toi, tu exploses le magasin, tout va très bien. Ça s'appelle l'echatrila. Mais si toi tu dis non, 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 ça ne m'intéresse pas, moi je suis pas comme ça, moi je suis pas un pigeon, moi je suis un malin. Toi tu confonds l'intelligence et le bricolage. Vous me suivez ou non? C'est comme si tu as reçu une portière de Porsche. Un mec qui te l'a filé, il dit tiens, tu sais quoi, j'ai une portière de Porsche, elle est encore dans la boîte, elle est nickel. Ok. Et toi tu as un Hummer. Parce que je sais pas, tu avais pris beaucoup d'argent sur un gros coup et tu étais de bonne Hummer. Tu as été chez le concessionnaire, tu l'as commandé, tu l'as dit je vais frimer à Miami, sauf que là on est à un moment aussi. D'accord. Bon, alors, et le Hummer, il a pris un coup dans la portière. Tu vas chez Hummer, tu dis bonjour, je voudrais arranger la portière. Le mec il dit la portière, 4800 €. Tu dis écoutez, c'est cher. J'ai une portière de Porsche qui est très très bonne qualité. La Porsche est de la bonne qualité. Hein. S'il vous plaît, vous me la mettez la portière de la Porsche sur le Hummer. Le mec il dit écoutez monsieur, c'est pas possible. C'est pas les mêmes attaches, c'est pas la même taille, c'est pas le même forme. Vous me donnez la carte grise, je commande la clé chez Hummer, je la mets. Je la prends, en 10 minutes, je vous change la portière. Tac, 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 tac. Tu dis non, 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 je ne vais pas commander, moi, parce que je ne vais pas payer 4008, je ne suis pas un pigeon. Vous me prenez la portière de la Porsche et vous. C'est votre métier, non? Vous êtes carrossier, garage, allez-y. Le mec, il dit, je vais lui mettre du scotch, il va lui mettre des vis, il va lui mettre de l'enduit. C'est une portière de Porsche, elle n'est pas adaptée. Maintenant, jusqu'à quand toute ta vie, tu vas donner des mauvaises réponses aux bonnes questions? Vous suivez ou non? Donc, tu as planté le Hummer, tu commandes un Hummer. D'accord? Tu as vexé, tu t'excuses. Tu as emprunté, tu rembourses. Le bébé, il est né, tu l'assumes. C'est comme ça la vie. Tu dis, mais j'ai pas envie, j'ai pas la tête, j'ai pas les nerfs, j'ai pas le truc, et puis je suis révolté, et j'en peux plus, et je rejette tout. T'as pas compris. C'est pas parce que tu es en rébellion contre une situation que la situation, elle disparaît. Elle reste, mais en plus de ça, elle pourrit. Ben oui, parce que comme tu t'en occupes pas, elle pourrit. Tu sais, les gens, ils se réfugient dans les nerfs, dans les rébellions. Ouais, pourquoi Hachem, il a fait ça? Pourquoi Hachem, il a fait ça? Bon, il l'a fait. Maintenant, c'est fait. Voilà, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Oui, mais j'arrive pas à le supporter, et c'est plus fort que moi, et j'ai la haine. Au fond de moi, j'ai la haine. Rabotaille. Jusqu'à quel âge on peut rester un gamin? Je vais vous résumer toute cette problématique en 2 mots. Est-ce que tu connais la différence entre un prétexte et une raison? Ben c'est facile, c'est que la raison est raisonnable. Donc quand tu vois que ton raisonnement n'est pas raisonnable, c'est un prétexte. Tu dis, ouais, non. C'est un prétexte. Et le prétexte, c'est ce qui vient avant le texte. Prétexte. Donc, retourne dans le texte, relis ta copie, étudie la Torah, analyse la situation, prends-la dans sa globalité, selon tous les points de vue de tous les intervenants, et tu verras qu'à ce moment-là, tu comprendras qu'est-ce qui s'est passé. Mais toi, qu'est-ce que tu fais? Tu ne veux pas le texte. Tu gardes le prétexte. Mais je te signale que le prétexte, c'est comme le contexte. Quand tu enlèves le texte, il reste le... Donc vous avez compris qu'on est condamné à assumer. Et c'est bien. Parce que bizarrement, regardez bien, quand tu as fait une erreur, ça s'appelle un mauvais choix. Mais quand le mauvais choix, donc tu as fait une erreur, donc tu es a posteriori, quand tu te remets a priori, ce mauvais choix, il devient un bon choix. Ça s'appelle une expérience. Moi je vois les gens, ils me disent, ah ben Chétri, qu'est-ce que je dois faire? Ça y est, je dépose le bilan. Tu sais que je te raconte, tu connais ce mec-là? Oh, il est connu. Oh, le mec, il a 280 sociétés. Oh là là, 17 millions d'euros. Oh là là. Tu sais combien de fois il a déposé le bilan, celui-là? Tu sais combien de fois il s'est planté? Tu sais combien de fois il a remonté? Tu sais combien de fois il a recréé des sociétés? Coût cher. Des fois ça marche, des fois ça marche pas. C'est ça le business. Toi, premier business, première planta, tu arrêtes. Tu te mets par terre et tu te mets à pleurer et tu institues Tisha B'Av tous les jours pendant 28 ans.
avec remboursement par la sécurité sociale pour un statut de victime perpétuel. Non, c'est pas grave. La Gemara a dit, le tzaddik qui tombe 7 fois, il se relève. Mais Rav Dessler, il dit, c'est pas 7 fois, c'est 7000 fois. Et je vais te dire mieux, attention, on apprend plus de ses échecs que de ses réussites. Bah oui, parce que la réussite, elle fait que tu t'assois sur les lauriers, alors que l'échec, il t'oblige à rebondir. Et rebondir à Raodon Kolo, cousin de Marco Polo, c'est une capacité de maturité. Donc tes échecs, ils te font grandir. Sauf si tu t'en sers comme un prétexte. Et là, ça t'enfonce. Donc si c'est une raison, tu grandis. Si c'est un prétexte, tu plantes. Donc vous avez compris. A priori, il faut toujours être a priori. Ouais. Si tu arrives par accident à être a posteriori, il faut te remettre a priori. D'accord? Et la dernière catégorie, après je vous laisse tranquille. Mais là, je vais être très court parce que on est à 1h25. Donc là, il y a des gens qui prient dans la salle pour que je m'étouffe. Donc, non, c'est une ambiance. C'est parce qu'on mange épicé chez nous. Et la troisième yesod, troisième fondement de ce cours, c'est qu'on a dit qu'a priori, il faut être a priori. Vous vous rappelez? Qu'a posteriori, il faut se remettre a priori. Mais surtout, ce qu'il ne faut pas faire, c'est être a priori a posteriori. Donc, c'est vrai ou non? C'est la personne qui dit, bon, je vais faire une bêtise, mais si on me demande, je prépare le mensonge. Vous suivez ou non? Je vais draguer la cliente, mais si elle me dit vous êtes un pervers, je lui disais mais vous avez mal compris mes intentions. Il a calculé la réponse avant l'erreur. Ça s'appelle RT VHouv. Je vais fauter et je vais faire teshuva. Qu'est-ce qui est marqué dans la Gemara? C'est marqué parmi les 24 qu'on ne leur donne pas la possibilité de faire teshuva, celui qui dit RT VHouv. Je vais fauter, je ferai teshuva. Pourquoi? C'est pas que le bon Dieu veut le punir et qu'il crève parce qu'il est rachat. Non, il n'a pas besoin d'être condamné à mort puisqu'il est déjà mort. Non, c'est parce que la seule manière de faire teshuva, c'est de garder la spontanéité de la réaction. Mais quand toi tu anticipes sur le tordu, donc tu ne peux plus réagir de manière saine puisque tu as déjà anticipé. Vous me suivez ou non? Parce qu'on dit boucha et chouva, c'est les mêmes lettres. Chouva, c'est la chouve, c'est faire teshuva. Et boucha, c'est la honte. Maintenant, tu sais pourquoi quelqu'un peut faire teshuva? Parce qu'il a honte. Maintenant, le jour où tu n'as plus honte, tu peux plus faire teshuva. Ce qu'on appelle en anglais chlet al-denia. Vous me suivez ou non? Or, les gens, et ça c'est une très très grave erreur développée par certains courants de psychologie, c'est de dire aux gens, enlevez vos limites, lâchez prise, mettez-vous à l'aise, faites ce que vous voulez, faites le pire, faites le tout. Mais le problème, c'est un problème. C'est qu'après, le jour où tu veux réagir, parce que quand tu as détruit la pudeur, c'est dur de revenir. Quand tu as détruit la finesse, c'est dur d'avoir de la finesse. Quand tu as détruit la réflexion, c'est dur de réfléchir. Quand tu as détruit la culture, c'est dur de savoir. Donc, qu'est-ce qu'il fait l'Yetzirah? Non seulement qu'il te fait fauter, mais en plus, ouais, le sac de petits cailloux que tu avais pour tracer la route, pour revenir, il te dit jette-le. Et après, t'es perdu. Ouais, tu l'as fait a priori. A priori, a posteriori. Ça, c'est très, très grave. Ouais. Ça veut dire que toi, tu t'es mis en situation de destruction active, positive. Encore une fois, l'accident, il existe. La Torah, elle comprend. Tu as fait une erreur, ok. Erreur de jeunesse, erreur d'ignorance, erreur de lourdeur. Ça arrive, et c'est pour ça qu'on a donné la teshuva. C'est pour ça qu'on a donné les cours du soir pour passer le bac à 42 ans, puisque tu avais arrêté l'école très tôt. C'est pour ça qu'on a redonné, on a donné le syndic, le tribunal de commerce qui peut annuler la dette de l'URSSAF pour redonner la chance si tu es repreneur motivé. C'est pour ça que c'est une mitzvah de réépouser la femme qu'on a divorcée, parce que maintenant tu sais ce que tu as perdu, alors qu'avant tu croyais que le bonheur t'attendait dehors, mais après 3 soirées de célibataire, tu as vu que tu n'arrives pas à te vendre et que c'est un miracle qu'elle a accepté de te garder à l'époque. Ouais. Donc Dieu, il a accepté ça. Mais ça marche seulement si tu gardes la pureté de la spontanéité, si tu gardes la finesse de la réactivité, si tu gardes la honte, si tu gardes la candeur.
Mais si tu as détruit ce qui te permettrait de revenir, parce que tu es pervers, parce que tu es tordu dans ta tête, parce que tu mens, parce que tu es pourri, comment tu vas faire tes chouvas? Vous me suivez ou non? Si tu as usé le réservoir de patience de l'autre, comment tu vas demander encore un crédit? Comment tu vas demander une chance? Donc sois intelligent. Ne demande pas une chance quand tu as usé l'autre. Ouais. Ne dis pas je ferai tes chouvas quand je me serai pourri. Il y en a, il m'a dit Rabbi Chetri, je vais tellement fauter, je vais écœurer l'Yetzerara. Et après, je vais être un tzaddik. Je lui ai dit, écoute-moi bien, c'est extrêmement gênant ce que tu dis. Puisque justement, il se nourrit de ce qui te dégoûte. Donc tu ne vas pas dégoûter l'Yetzerara. Ouais. La seule manière de le dégoûter, c'est de l'emmener au Beth Midrash, de l'emmener à la synagogue, de mettre le talit et les tefillin et de penser à Rabbi Shimon Bar Yochai. Ça, tu vas le dégoûter. De faire le Kriyat Shema avec la Kavana, de payer tes dettes en temps et en heure, d'avoir une précision dans le langage qui t'éloigne de 1000 km du mensonge. Ça, il va dire celui-là, laisse tomber, il n'y a plus rien à faire avec lui. Il est trop pur. C'est comme ça qu'on dégoûte le Yitzhara. C'est pas en mangeant de la khra à la cuillère ou à la louche. Ouais, non. Non, parce qu'il y a des gens qui disent, vous savez, il faut toucher le fond pour remonter. Ouais. Et celui qui n'est pas remonté, qu'est-ce qu'on va lui expliquer à lui? Donc, Rabotai, vous avez compris. Ouais, et c'est ça le principe. Qu'un homme, il doit toujours se mettre en situation où il n'est pas a posteriori. C'est très très grave. Mais encore moins qu'il ne doit pas être a priori a posteriori. Donc ne pas devenir calculateur, ne pas devenir menteur, ne pas détruire sa candeur, ne pas détruire sa spontanéité, ne pas détruire sa pureté. Et si vraiment tu vois que tu as les premiers symptômes du délire mental, parce que ça ne fait pas de la peine quand ta femme elle pleure, et ça ne te dérange pas quand ton mari il est mal à l'aise, et tu n'en as rien à faire de ne pas savoir où est-ce qu'il est ton fils alors qu'il est parti depuis 3 jours, ton problème à toi, c'est que tu es devenu égoïste, c'est que tu es devenu bête, c'est que tu es devenu insensible. Tu as même perdu de ta judéité, parce que c'est pas possible d'un tel niveau d'insensibilité. Donc vite, va te soigner, va prendre des vitamines au Torah, ouais, va prendre des fortifiants Kdusha, va prendre vite, va te baigner, va dans un mikvé, va rencontrer des tzadikim, va voir les cancéreux, va à l'hôpital, va les visiter un par un, et va les voir, et va dire, mais je suis milliardaire. Je suis milliardaire. L'autre, il lui reste une semaine, et il donne du moral aux gens qui viennent le voir. Toi, il serait de 40 ans que tu fais la gueule tous les jours. Des fois, on a envie de te souhaiter quelque chose. Donc, vous avez compris. Akadosh Baruch Hu, il nous a donné des outils extraordinaires. Ces outils, ils sont marqués. C'est pas la peine de les inventer. C'est pas la peine de faire preuve d'imagination. C'est pas la peine d'essayer de trouver des règles toutes seules. Elles sont marquées. Elles s'appellent la Torah. Quand on approche de Matan Torah, ouais, on doit faire teshuva sur ça. De dire, est-ce que j'ai assez de connaissances? Parce que tout ce que tu vas vivre l'année prochaine sera en fonction des connaissances. Donc quand tu vas prier pour pouvoir étudier la Torah, quand tu vas pouvoir prier pour avoir le Rav qui t'enseigne la Torah, quand tu vas prier pour avoir une Ravruta qui t'aide à étudier la Torah, quand tu vas prier pour avoir la compréhension de comprendre la Torah, la mémoire de la Torah, la Parnassa pour pouvoir étudier la Torah tranquille, la femme Hanina qui te dit bon papa va étudier, c'est bien pour la maison, les enfants qui vont te dire papa dis-nous le Dvar Torah, quand tu vas prier pour tout ça, ouais, c'est ça qui va conditionner toute l'année à venir. C'est pour ça qu'il y avait un très grand rave, il disait j'ai plus peur à Shavuot que à Rosh Hashanah. Parce que Shavuot c'est le Rosh Hashanah de la Torah. Alors quelqu'un qui est très très éloigné, ouais, et ben pour lui Shavuot ça va être, si Dieu veut, que je trouve un Bet Chabad ou un Bet Midrash où on m'enseigne un petit peu la Torah et qu'on me garde dans le droit chemin. Et si c'est quelqu'un qui a étudié 20 ans la Yeshiva, que Hachem il l'aide à retenir la moitié du Talmud puisqu'il a déjà appris l'autre moitié. Donc chacun à son niveau, il va avoir son Rosh Hashanah de l'étude de la Torah. Mais même les goïms ont dit, nul n'est censé ignorer la loi. Donc jusqu'à quel âge on peut rester ignorant? Et je vous ai déjà dit qu'il y a beaucoup de gens, toute leur vie, à chaque fois qu'ils font une bêtise, ils disent « Je sais,
Tu dis attention à ta femme, je sais. Attention à ton fils, je sais. C'est pas un business cachère, je sais. Alors moi j'ai dit une phrase. J'ai dit qu'est-ce qui peut arriver de pire à quelqu'un qu'à chaque fois qu'on a voulu le prévenir, il a dit je sais. Le pire, c'est qu'il va dire si j'avais su. Moi, des gens, ils écoutent le cours sur le Shalom Bayit. Il m'a dit, mais Rav, si j'avais su, j'aurais pas divorcé. Il écoute le cours relation parent-enfant. Il me dit, je ne savais pas que vous aviez des programmes pour aider les parents à être des bons parents. Je ne savais pas. Je ne savais pas qu'il y avait des programmes pour sauver son couple, ou pour maintenir son couple, ou pour créer son couple. Je ne savais pas. Je ne savais pas que vous aviez écrit ce livre. C'est un copain goy qui m'a dit, tu n'as pas lu le livre de Ben Chetri. Comprenez ou non? Ça veut dire que les moyens existent. Hachem, il est avec nous, il nous aime. On est en paix. On a la santé. On a la parnassa. Il manque une chose, la volonté. Donc c'est sur ça qu'il faut faire teshuva. Il faut faire teshuva sur la bonne volonté. Ça va? Chazak ou bravo. Donnez-moi juste, reste assis parce qu'on va dédier le cours, s'il vous plaît. Déjà, on remercie Rabbeinu qui a organisé le cours. Kol hakavod. Il est là, c'est lui. Alors, on va demander Refoua Shelema, vous dites Amen. Pour Refoua Shelema, Refoua Nefesh, Refoua Dagoufen, Refoua Dareben, Refoua Nanarven, Lishas Agedem, le Ramach, Verem, l'école, Bichlal Kol Chalam Echa Israël, Bisrout Rabbi Miriam Ananes. Pour Yohan Chaim ben Raphaël, Eliaou ben Miriam, Mordechai ben Esther, Michael ben Aviva, Aaron ben Miriam, Mir ben Esther, Raphaël ben Rachamim. Ensuite, Denise Dvora Bat Daïda, Marlène Alimi, Dvora Menisti, Chantal Kowarski, Barbara Sarah Lemkin. Il faut dire Amen. Et pensez à vos belles-mères, qu'elles aient une longue vie, une bonne santé. Louise Lévy Benisti, Chaya Beracha Bat Chana, Yael Bat Marianne, Paul Yasmine Benisti, Odette Zenouda, Simcha Bat Flecha, Esther Bat Flecha, Ida Bat Esther. Tous les malades auxquels vous pensez. Il y a d'autres malades là? Tout ça, c'est la mémoire. Maintenant, Amavdil Ben Chaim Lemetim, on va aussi demander que le cours soit dédié les Nishmat pour l'élévation de l'âme de mon père, Avraham Shimon Ben Simcha, et aussi du Rav Chaim Zvi Ben Rav Yehuda Rosenberg, que j'ai dédié toutes les cours de cette année, et aussi pour Marcel Irmiaou Dadi, Rachamim Rebon Benisti, Eli Aziza, Shlomo Claude Aziza, Sauveur Kohana, Steve Raphaël Lelouch, Simar Ben Moshe Tuil, Richard Shlomo Abrami, Avraham Ben Sultana Lelouch, Sliman Ben B, Jean-Claude Rachamim Belchassen, Serge Michael Ben Zelda, Ben Zelda, Sophie, Rachel Batester, habitant, Daisy Kamuna Batester, Annie Zenouda, Yvette Bat Fortuné, Eliaou Ben Myriam Belaïch, Yoshua Ben Moshe Fortuné Roufé, Avraham Ben Selouka, Georges Lévy, Yvon Alimi, Denis Alimi, Vivi Alimi, Michel Ben Fortuné, Serge Michel Ben Zelda, on l'a déjà fait, c'est le même. Alors, voilà, donc on va remercier. D'accord. Donc on demande pour Léon Nishmat, pour Benjamin Ben Rachel. Amen. Et on va demander aussi un grand remerciement pour Laura Mendiatal et sa famille. C'est eux qui organisent tout ce Beth Midrash. Pour Moshe Kevin Ben Avraham, pour lui et toute sa famille. Pour Hana Miriam Bat Chaya. Pour le traiteur Folies Claire et Cédric Bat Miriam et toute sa famille. Et pour Yohan Haïm Benisti et Raphaël Benisti. Et Béchara Tova, B'ezrat Hashem, pour Hana Be'alouski, pour Sandra Haya Bat Shendele Lévi Dov David Uzan, Ben Khamissa Yé, pour B'ezrat Hashem, pour qu'ils aient des enfants. Amen. Alors je rappelle, pour ceux que ça intéresse, que juste là vous avez des livres que j'ai écrits, des CD et des programmes. Oui, Refoua Shelema pour Mendel Tzemar Ben Odis Simcha. Que je vous lui envoie une Refoua Shelema